So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct du studio 77 à Blainville. Tabarouette, c'était une des intros les plus douloureuses que je t'ai entendu faire en 2 ans et demi. J'ai même pas mal. C'était excellent. Fait que aujourd'hui... Je voyais juste toi qui se pissais dessus dans le coin. Je suis vraiment inconfortable en ce moment. Fait que aujourd'hui au podcast, on reçoit Sensei Nick, Coach Nick, Nicolas Payette. Oui. T'as-tu d'autres nicknames? Qu'on doit dire ou qu'on doit pas dire? Qu'on doit pas, je sais ok. pas. Non, Le c'est nickname qui ne c'est- devrait pas être dit. Non, c'est Nickname. pas mal. Quoi? Des nicknames. Des nick- Ouais, non, les nicknames, Excellent. juste Nick ou Sensei Nick, c'est parfait. Fait que oui, merci de l'invitation. C'est sûr que c'est plus le fun de venir quand j'étais à 12 minutes qu'une heure et demie. Oui, Là, c'est un vous petit autres peu qui moins sont sur la trajet, rive hein? nord, exactement. On rappelle que je suis venu il y a 2 ans environ quand vous aviez le studio sur la rive sud. Ouais, fait que c'est pour ceux qui ont aucune idée c'est qui Nick, ben first on travaille ensemble avec Body Mechanics. Exact. Mais on a déjà fait un épisode avec lui, épisode 19, c'est sorti au mois d'avril 2022, un enfant de même. Fait que si vous voulez entendre son histoire, ben vous pourrez aller voir c'est qui. Exact. Avril, Mais, c'est le mois, Nick. Rapidement, je peux me représenter pour ceux qui savent pas je suis qui. Tu sais, je suis kinésiologue, je suis étudiant en naturopathie, comme on dit, je travaille avec vous autres pour... On oublie que t'as des diplômes quand Ouais, même. j'ai quand même une cours de diplôme, une cours de formation. Je suis pas un brain. Quand je veux, je peux. Mais si tu me pognes Je dans veux le gym pas avec des clients, ouais, c'est ça. C'est que ça se peut qu'on dise des niaiseries. Mais tu sais, c'est comme ça. Je peux pas être autant sérieux qu'il y a autant de niaiseries. Fait que j'ai un bac en kin. Je suis kinésiologue théoriquement parlant et pratiquement aussi. Puis c'est ça. Fait que, non, mais théoriquement, je suis un kin, mais je l'en suis un aussi à la pratique. Puis je suis étudiant en naturopathie. Donc voilà, mon but c'est de vous accompagner, optimiser votre santé, optimiser votre T'es mode de vie. naturo ou beaucoup. t'es étudiant? Étudiant en naturopathie. Je suis pas encore naturo. Ok. Je suis pas encore Tu naturo. fais AAT, right? Je fais AT, exactement. À temps perdu, il faut que je m'y mette plus. C'est un peu un running guide dans la team, justement, que je suis comme, hey, je suis moins à mon affaire sur ce côté-là. J'étudie d'autres choses, mais faut que je me donne un coup de pied. Bref, on n'est pas là pour me... On n'est pas là pour On est parler pas de là toi. pour m'intimider, C'est en 1 heure de masse, là. thérapie de Nick. C'est Il ça. faut qu'on Ouais, le je convainque suis de assis plus faire ça sur un naturel. fauteuil de comme si j'étais en thérapie, fait que ça fait 1 heure qu'on parle de mes blessures psychologiques et je pleure. Voilà. Donc si la voix me brise, c'est parce que pendant 1 heure, on a fait ça. Donc c'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, vous m'avez invité pour qu'on parle un peu justement de... Vous parlez souvent, puis même dans le fitness, on va parler C'est beaucoup vrai de... qu'on parle souvent. C'est vrai qu'on parle souvent. Surtout toi, mais... Ouais. On parle souvent de recomposition corporelle, on parle souvent de l'hypertrophie, de la perte de gras, mais moi j'aime mieux apporter l'optique de santé. Fait qu'on va voir un peu les 5 éléments, je pense que c'était ça qu'on avait discuté. L'eau, le feu, la terre et le métal. OK. Donc, Pas ces éléments-là, Jess. moi j'espère juste qu'elle parle puis qu'elle perde sa voix puis... À la fin, ça va être juste et au piment. voilà. Non, je te taquine. Mais tu sais, un peu les 5 sphères pour optimiser votre santé, qui va autant fonctionner pour de la recomposition corporelle ou de la perte de gras tout ça, mais ok, mais de le voir dans une optique de c'est cool d'être en shape, mais ça veut pas dire que t'es en santé, tu sais. Puis pourquoi c'est important d'être en santé aussi, là? Ben c'est ça, puis j'ai l'impression que beaucoup dans le monde du fitness, ça tourne vraiment beaucoup autour de justement la shape, la composition corporelle, la prise de masse, la perte de gras, tout ça. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tangible. Tu peux voir des résultats, entre guillemets, peut-être un petit peu plus rapidement. Tandis que quand on regarde l'élément santé, souvent tu t'en rends pas compte avant que ça soit peut-être, entre guillemets, trop tard que tu as des problèmes. Ouais. C'est quand tu as un problème, en fait, que tu te rends compte que t'es pas en santé. C'est ça. Ouais. Mais d'être un peu plus proactif sur optimiser ces affaires-là, ça peut faire un monde de différence. Exact. Puis tu sais, comme tu dis, c'est que ça fait 40 ans que tu t'en vas vers ne plus être en santé, puis tranquillement, t'as des signaux un peu de dashboard, mais tu sens que c'est pas tant si Tu vas important voir un jusqu'à mécano temps. puis tu fais juste enlever le check engine avec ta petite machine. Exact, Ça fait exactement. 40 ans Puis que le check engine est allumé, tu fais juste monter le son pour pas C'est l'entendre. ça. Ouais, le moteur, il T'entends, veut clac, péter, clac, là. clac, 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 puis t'es genre non, non, non. À un moment donné, tu fais un arrêt cardiaque, c'est comme Chris, Ah, ouais, j'aurais dû prendre c'est soin ça. de moi, tu sais, au final. Ouais. Mais on va parler de ça aussi, puis on va parler un peu justement que la société valorise beaucoup. La shape. J'aurais pas dit la shape, oui. Dans Ben, un sens l'apparence où que physique, c'est là. très valorisé, mais moi je t'aurais parlé plus d'un mode de vie malsain. C'est très valorisé Aussi. de Ouais. moins bien manger, c'est très valorisé de pas dormir pour le grind, c'est très valorisé de boire beaucoup d'alcool, c'est très, tu sais, c'est des choses Ouais. qui sont normales, qui sont inculpées, puis qui sont comme mais si tu fais pas ça, t'es plate, tu sais, un peu genre. Fait que c'est des choses qui pourquoi amènent les gens peut-être à être moins bonne santé. Puis je me souviens plus ce qui avait dit ce quote-là, mais on a une alimentation nord-américaine qui est faite pour des gens qui sont malheureux.
tu sais, en tant que tel. Beaucoup rechercher la récompense et autres. Mais on va en discuter aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant de le rapporter encore et encore. On va se répéter, je pense. C'est quoi, vous êtes rendu au 200e épisode, dans le même? Non, celui-là, ça va être 97. 90e, bon, ok, parfait. Mais on s'en va vers là, mais c'est ça, je pensais que c'était le 200e. On n'a même pas sorti le 100e encore. Ça s'en vient. Mais c'est ça, fait que tu sais, on va répéter les mêmes affaires, mais qui sont donc importantes, puis que les gens n'ont pas je pense, pas la conscience, mais, mais pas conscience à quel point c'est important, tu sais, de pourquoi il faudrait manger des protéines. Comme on en parle tout le temps, mais comme... Encore aujourd'hui, on voyait des posts sur Instagram que comme non mais il faudrait pas en manger parce que ça va augmenter la thermorégulation du corps, c'est comme qu'ils ont créé une peur à éviter les protéines. C'est ça. Là c'est comme attends, hold on, on va faire un 2 minutes sur celui-là là. Il y a eu un post comme quoi manger des protéines ça augmenterait la thermorégulation du corps. Par naturopathe. Je sais pas s'il est naturopathe. Je me suis pas mal sûr que c'est ça qui est marqué sur le profil. Le terme naturopathe, ces temps-ci, il y a le dos large en... Oui, il est très flexible. Oui, il est très flexible. C'est pour ça que maintenant, dans mes Q&A, quand je réponds à du monde d'aller consulter des naturopathes, je réponds toujours d'aller voir un naturopathe compétent. Oui, exact. Parce qu'il y en a qui font dur. Va voir Matt. Va voir Mathieu. Va voir Matt. Allez voir Mathieu, allez voir Mélodie Tu vas voir la vérité. Ouais. Tu vas voir la vraie vérité en tant que telle. Mais là, l'étude, c'est ça qu'elle disait. Fait que là, mais c'est. C'était pas une étude, c'était juste un post. C'est un post Instagram, tu sais, parce que c'est vrai que quand tu as un effet thermique dans la digestion de manger des protéines, tu as environ peut-être 30% de l'énergie que tu vas essayer d'assimiler au niveau des protéines qui vont être utilisées pour le processus de digestion. Mais c'est quoi le problème? Ça va augmenter un peu. Ben, le problème, c'était de le faire avant de se coucher, puis ça allait nuire à ton sommeil parce que ton corps essaie de se refroidir le plus possible pour avoir un sommeil profond. Ce qui est pas faux, mais ce qui est selon moi pas significatif comparativement à avoir une chambre à, mettons, 22 degrés. Genre. OK, puis on s'entend aussi que la plupart des gens, c'est pas genre un bout de fromage Allegro ou un poulet qui mange avant d'aller se coucher, c'est une boîte de biscuits puis genre des chips. Puis c'est ça. Selon moi, je pense qu'il y a un impact bien plus important sur essayer de produire une énergie pour baisser la glycémie puis que là tu as un effet plus sur l'effet d'inflammation à long terme, sur l'effet, tu sais, je veux dire, t'as beaucoup plus de... Fait qu'à un moment donné, il y a des posts comme ça aussi qui, je pense que c'est super important d'aller regarder la nuance dans ce que vous voyez, dans le sens que est-ce que ce que ce gars-là a dit est faux? Non, c'est vrai. Mais est-ce que c'est applicable dans la réalité? Puis à quel degré est-ce que c'est applicable? Puis à quel degré est-ce que ça a un impact négatif sur votre vie? C'est ça la question à se poser, là. Exact. Non, vas-y. Non, mais ce que je dis, c'est que chaque personne est individuelle en tant que telle. Puis c'est vrai que de manger proche de l'heure de coucher, c'est peut-être pas optimal. Comme tu disais, t'as un sim, c'est que toi, ça va venir beaucoup t'impacter. Tu sais, si tu manges comme 2-3 heures avant le dodo, ça va extrêmement t'impacter. Puis moi, c'est comme, je vais manger avant, puis juste les lumières vont fermer. Là. Comme ça, on va dire, OK, bonne nuit. Tu sais, je vais être calme. Je vais avoir un effet sédatif de mes carbs. C'est juste comme, OK, bonne nuit. Puis tu sais, t'as l'argument aussi dans le même post où OK, la sensibilité à l'insuline est moins importante. Yeah, sure, mais comme, c'est quoi le degré de significatif versus pas dormir? Puis ça, t'as comme une diminution d'environ 30% au niveau de la sensibilité à l'insuline. Enfin, la même, c'est ça que Matt disait. Fait que, comme, tu sais, c'est lequel est mieux en tant que tel envers l'autre. Là. Puis oui, t'es moins sensible à l'insuline, mais comme, ça va aussi dépendre du degré d'activité physique que t'as eu dans ta journée. Là. OK, puis on s'entend que ça reste, encore une fois, des micro-détails. Je veux dire, ça, si 80% de ton alimentation en ce moment, ou même 50% de ton alimentation est encore des aliments ultra transformés, t'as d'autres problèmes à gérer que mais là, si je mange telle affaire, ça va changer ma glycémie avant d'aller me coucher. T'as vraiment d'autres gestions de priorité. Là. Exact. Je te confirme que t'es pas sensible à l'insuline. Si tu manges juste des pop-tarts, t'es pas sensible à l'insuline. Non, ben c'est ça. Puis moi, c'est plus ça mon problème avec ce genre de post-là. C'est plus à qui est-ce que tu penses que ce message-là va vraiment bénéficier? C'est ça. Parce que la plupart du monde, leur problème, c'est pas qu'ils prennent genre un peu de poulet puis du riz avant de se coucher. Le problème de la plupart du monde, c'est qu'ils vont se bourrer dans justement des chips, popcorn, des biscuits, des affaires de même. Fait que là, tu leur dis mais là, faut pas que tu prennes de la protéine avant de te coucher à cause de l'effet thermodynamique, whatever. Mais OK, mais là, c'est parce que du monde qui aurait pu faire l'espèce de transition de comme OK, bon, mais moi, j'ai tendance à avoir des cravings de sucre le soir. Fait qu'au lieu de prendre quelque chose de super sucré, je vais me prendre genre un shake, un petit peu d'allégro, ça va juste comme me calmer un peu. Ou genre un bol de yogourt grec avec des fruits. Genre. Mais là, t'es en train de leur dire, mais non, faut absolument pas que tu fasses ça parce que ça va scraper ton sommeil. Mais là, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont rester avec leur truc ultra sucré finalement. Là. Fait que c'est plus, tu sais, ça, ou ils vont encore se créer des troubles alimentaires. Là, je peux rien manger avant d'aller coucher. Ouais, exactement, ça, c'est vrai. T'as pas nécessairement tort, mais je pense que dans ce genre de post-là, tu peux pas juste faire un blank statement de même, parce que le monde qui connaissent pas ça vont voir ça, puis ils vont le prendre pour du cash, puis ils vont commencer à avoir peur de tout. Faut que t'apportes un peu plus de nuances, puis je le sais que c'est pas sexy la nuance, mais
est-ce que tu veux avoir des views ou est-ce que tu veux aider le monde? J'avais une conversation avec un de mes amis récemment, justement, là-dessus. T'as des amis, toi? Non, mais je m'en invente. T'es pas sûr. Non, t'es pas sûr. Mais, puis ça qu'il me disait, c'est parce que j'ai eu un petit accrochage sur Instagram avec une supposée naturopathe. Quelqu'un. Puis il me disait, tu sais, que la plupart du temps, tu sais, les gens vont faire des... Il dit, mais tu sais, si les gens voulaient parler dans la nuance sur les réseaux sociaux, ça prendrait 3 heures pour faire un post ou quelque chose. Puis là, j'y avais répondu à ça. Écoute, la seule affaire que je dis, c'est justement, tu peux dire, exemple, dans un post, OK, que ce soit une courte vidéo ou un court texte, oui, si tu es capable de prioriser, de faire pousser tes légumes chez vous, ça serait une très bonne idée. Par contre, si tu n'es pas capable de le faire ou que acheter bio, ça te coûte trop cher, ben c'est correct quand même de manger des légumes et des fruits qui ne le sont pas. Fais juste les laver, les rincer, mettre du bicarbonate de soude ou du vinaigre dedans si tu veux pour les rincer encore plus comme il faut. Puis that's it, mais tu vas quand même avoir un impact qui est plus bénéfique à manger des fruits et légumes que de ne pas en manger du tout, qu'ils soient bio ou non. J'ai dit, ça vient de me prendre un vocal de 45 secondes pour t'expliquer ça. C'est une vidéo de littéralement 45 secondes dans la nuance. C'est un texte qui est pas très long, c'est très facile à faire. Fait que c'est pas vrai que pour être nuancé, c'est parce que ça prend 3 heures à expliquer. Faut juste que tu trouves les bons mots puis que tu sois un très bon vulgarisateur. Puis pour ça, faut que tu connaisses bien ton sujet. C'est ça, j'allais dire. Si t'es pas capable de bien vulgariser, on s'entend qu'il y a des affaires qui sont complexes. Si t'en vas regarder la deep physiologie, là, maintenant, ça te prend des bonnes bases. Oui, mais encore là, ton public, c'est pas le grand public. Ben, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu veux aller chercher le grand public, t'as pas le choix de vulgariser. Puis si t'es incapable de vulgariser, c'est parce que tu maîtrises pas ton sujet. Exact. Puis on crée des peurs vers des changements de comportement qui peuvent être super bénéfiques, ou ce que on va valoriser le bio puis c'est juste ça ou c'est focal. Bon, mais ok, mais les gens vont se dire que j'ai pas le budget pour m'acheter du bio, fait que je vais continuer à manger des chips. Quand ils ont peut-être accès à une viande de qualité quand même très très bonne en soi, même si elle est pas bio, même si elle est pas élevée. Ok, oui, il y a des antibiotiques, des affaires de même dans certains élevages et tout ça, mais savez-vous que le corps humain a des organes pour filtrer certaines toxines, dont des reins, dont un foie? À un moment donné, comme et qu'il n'a pas besoin d'être lui-même détoxifié. Ben non, c'est ça, qu'il se désintoxifie lui-même, là, en tant que tel. C'est ça sa job le foie, là, c'est de faire de la désintoxification. C'est pour ça que c'est important de faire attention. C'est ça. Puis, tu sais, ok, c'est vrai que manger des poissons tout le temps, tu peux avoir des traces de méthane puis de mercure plus importantes dans l'océan. Évidemment, on essaie d'avoir une consommation qui est peut-être moins à cause de ça, mais comme at some point, c'est que le corps, il est fait pour survivre puis il est fait pour tanker. Là, puis le corps, il tank ben, là. Puis il tank bien le corps pour de vrai. No joke. Quand t'es dans une bonne santé physique, il tank bien. Puis on essaye d'optimiser la santé justement, mais comme il tank peut-être un peu moins des chips puis des pop-tarts le soir. Mais honnêtement là. Mais t'as apporté un élément qui était très intéressant au début, Nick, qui est les mauvaises habitudes sont très, très valorisées. C'est pas juste sont communes, c'est que c'est valorisé, comme tu le mentionnais tantôt. Fait que, par exemple, les gens vont s'inquiéter pour manger des fruits bio, pas bio, mais ils s'inquiéteront pas de la quantité d'alcool qu'ils vont consommer dans une semaine, alors que l'alcool, non, puis tu sais, encore le petit débat sur le sucralose, là, mais l'alcool, c'est pas classé possiblement cancérigène en dose de fucking 16 côtes diète par jour. C'est classé cancérigène. Il n'y a pas une seule quantité d'alcool qui n'augmente pas tes risques de développer un cancer. Ouais. Tu prends un verre de vin dans ta vie, tu viens d'augmenter tes risques d'avoir un cancer. Mais ça, c'est pas grave, par exemple, parce que c'est donc bien important de garder ton verre de vin, sans compter toute l'inflammation qui vient autour du fait de prendre de l'alcool, sans compter que là, les gens parlaient du sucralose encore une fois pour le microbiote intestinal. Sais-tu à quel point ça fuck up ton microbiote intestinal de consommer de l'alcool? Ouais. Mais ça, par exemple, c'est socialement accepté. Puis, va pas dire à quelqu'un qu'il devrait peut-être commencer à penser à réduire sa consommation d'alcool parce que là, à ce moment-là, tu viens de trigger. Puis là, à ce moment-là, c'est ben là, il faut profiter de la vie. Ben là, c'est ça, on peut plus rien faire. Ben là, c'est des discours qui sont ultra dramatiques alors que ça serait vraiment ton étape numéro 1. Parce que même si tu prends des fruits bio, si tu bois 3,41 dans ta semaine, je te confirme que ça s'annule. Oh, ouais. Oui, exact. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, là, c'est de comprendre l'extrémité des comportements. Puis, c'est correct de consommer de l'alcool, c'est correct de vouloir profiter de la vie d'une certaine manière. Puis, c'est correct, tu sais, des fois, nous autres, on va en virer des brosses, là, ça va arriver. Ben là. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est surtout fréquent dans le quotidien? C'est ça, moi qui vois plus d'un an et demi. C'est ça, mais mettons, bon, ok, sauve-toi, là. J'en ai viré beaucoup, par exemple. Je savais pas que je faisais un podcast. Non, mais ça, puis tu sais, c'est vraiment pas de démoniser l'alcool. Non, exact. C'est juste que tape sur le bon clou. Mais il n'y a aucune consommation
qui n'est pas néfaste d'alcool. À partir d'une première consommation, c'est néfaste pour ta santé en soi. Mais ceci étant dit, puis t'as aucun avantage à consommer de l'alcool autre que peut-être un lubrifiant social qui peut être intéressant. Mettons dans une date parce que t'es gêné. Ouais, c'est ça, mais c'est Matt qui l'a dit. C'est Matt? Ouais, c'est Matt. Moi, je me souviens de tout ce qu'il dit. Non, mais il me semble que c'est Matt aussi. Mais c'était dans le podcast avec Matt et Martin, où justement, c'est un lubrifiant social, puis t'es dans une first date, t'es gêné, tout ça. Ok, cool, super d'avoir un verre, ça fait effectivement socialement plus acceptable. Pis... plus accepté qu'un actual lubrifiant. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est quoi? Ouais, effectivement. Mais. Déjà, tu peux être à ta first date avec un actual lubrifiant, ça weird un peu. Tes intentions sont très claires. Oui! C'est ça. Ce qui est correct aujourd'hui en 2024, parce que les gens sont plus clairs. Mais anyway, tout ça pour dire que, effectivement, il faut comprendre l'extrémité des comportements, puis il faut arrêter de démoniser les aliments, il faut arrêter de démoniser les comportements, qu'il y a juste une recette à suivre pour être en santé en soi. La santé, c'est un spectrum en tant que tel, c'est beaucoup dans la prévention. Il y a des choses qu'il faut faire, comme bien s'alimenter, bouger, puis c'est ça qu'on va essayer de parler de ça aujourd'hui, de dormir tout ça, mais comme at some point, il y a des choses où que, oui, on peut profiter de la vie, puis être en santé, oui, on peut prendre une fois de temps en temps de l'alcool, tout ça, sauf que si tu m'arrives dans mon bureau et tu dis, ouais, je consomme 8 à 10 consommations semaine, on va en discuter. Si t'es pas prêt à changer ça, il n'y a pas de problème. On va essayer de trouver des solutions. Mais à some point, je te confirme qu'il y a quand même un petit problème. Ouais, mais je suis pas un magicien. Je peux pas faire en sorte que ça va pas t'affecter négativement. Là, je peux pas le faire. S'il y avait une baguette magique pour te rendre en santé, mon bureau, il y aurait une file. Là. Il y aurait une file, puis à 5 km, je serais milliardaire, je changerais cher en esti. Là. Fait qu'il y a pas... c'est un peu comme pas dormir. Là. Je peux te donner le meilleur protocole, le protocole entre guillemets de supplément. On peut optimiser ton mode de vie, on peut optimiser la récupération, on peut diminuer les workouts, on peut faire des affaires, mais si tu dors pas, gars, moi à un moment donné, là, je peux pas rien, il n'y a rien qui remplace une nuit de sommeil. Là. Non. Puis comme à un moment donné, on niaisait tout à l'heure sur la schizophrénie d'entendre tu as fait la joke d'entendre des voix, mais comme je pense après comme 2 ou 3 nuits de sommeil où tu as dormi en bas de 5 heures, tu commences à avoir des hallucinations actives puis d'entendre des affaires. Mais comme, tu sais, ils font dire que t'as raison. 3 nuits de sommeil, 3 nuits, c'est ça, toi, dors, là. Mais tu sais, 3 nuits de sommeil en bas de 5 heures, là, mais combien de personnes font ça dans leur quotidien pour aller travailler pour... puis tu sais, la fameuse expression, on va dormir quand on va mourir. Ben, tu mourras à 40 ans, c'est gars. Mais ça, j'allais dire, je te confirme, ça va arriver plus vite que tu penses. Ça va arriver très vite. Exactement, tu sais. Mais bon, c'est ça. Fait que on va parler de ça aujourd'hui. Je pense que c'est assez... je pense que l'importance du sommeil aussi, elle est mal comprise dans la société. Là, où si on a encore cette expression-là de je vais dormir quand je vais mourir... Ouais, mais tu veux profiter de la vie, tu veux être allumé, tu veux être sharp, puis tout ça d'une certaine manière aussi, là, tu sais, je veux dire... C'est parce que les gens, ils perçoivent encore le sommeil comme une perte de temps, parce que techniquement, ils sont en train de rien faire. Puis on est tellement dans une société, je pense, qui prône la productivité fois 1 million, que quand tu dors, c'est comme si t'étais pas productif, mais tu devrais percevoir tes nuits de sommeil comme quelque chose de fucking productif, là, je veux dire... Il n'y a rien de plus productif que tu puisses faire pour ton corps que de dormir un bon 7-8 heures par nuit. Là. Parfois même, je pense qu'il y a des récentes études, mais corrigez-moi si je me trompe, que les femmes, c'est peut-être même un peu plus des fois que les hommes, surtout en période de règles. Encore une fois, faut que je les revalide, là, mais reste que les femmes auraient besoin peut-être d'un peu plus de sommeil que les hommes en général, puis ça ferait du sens vu les deux types de profils hormonaux qui sont relativement différents. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est le fait de percevoir ça comme une perte de temps qui fait en sorte que les gens sont comme, ben là, puis en plus, c'est plate, entre guillemets, dormir. Fait que, tu sais, c'est pareil comme les gens qui ont la perception que manger santé, c'est plate. Ils sont pas portés à vouloir changer leur mode de vie pour ça parce qu'ils ont une croyance limitante comme quoi, ben ça va pas goûter bon. Je vais manquer de saveur, je vais manquer de variété, blablabla. Alors que ce sont toutes de fausses croyances. C'est super le fun. Puis non seulement la partie de... Faites juste regarder les recettes du Fit Cook. Je veux dire, il y a rien de pas le fun là-dedans. Il y a rien de pas délicieux là-dedans, tu sais. Mais c'est la même chose avec le sommeil. Si tu perçois ton sommeil comme « Hey, c'est vraiment productif parce que ça me permet d'être en forme, ça me permet d'éviter de pogner des virus à tout bout de champ. Ça me permet de... Dit-elle en reniflant. C'est ça. Ça me permet de, justement, être beaucoup plus allumée pendant mes journées. Ça me permet d'avoir des bons workouts quand je dors bien parce que j'ai pas besoin de prendre du pré-workout parce que, justement, j'ai assez d'énergie. J'ai pas constamment besoin de dépendre de la caféine pour être capable de faire mes journées. Juste prioriser ton sommeil, ça peut t'apporter tous ces avantages-là. Sans compter, tu veux perdre du poids, tu veux perdre de l'inflammation, il n'y a pas de meilleur fat burner que de dormir une nuit de 8 heures. Ouais. Puis, tu sais, on parlait justement du grind. Tu parles du grind en soi, mais tu sais, comme...
grinder 12 heures, c'est une chose, mais d'être capable de le faire en 8 heures, c'en est un autre. Ben, c'est ça. Bien dormi. Tu comprends? L'efficacité que tu passes sur ta job. T'es-tu occupé ou t'es productif? Parce que c'est deux choses exactement. différentes. Je peux te faire une journée de 12 heures, mais c'est ça. Ça va être une crise de journée de marde. Là. Ce que je peux faire en 12 heures, je pourrais peut-être le faire en 6-8 heures si j'avais dormi puis si j'avais récupéré. Puis comme, je pense que c'est Gary Vee qui en parle beaucoup, là, que justement, que lui, est un entrepreneur, est assez connu sur l'Instagram, où ce que il promouvoit zéro le grind. Il promouvoit comme, tu sais, Chris, si tu veux grind, cool. Dors, parce que tu vas te réveiller le lendemain, tu vas être sharp, tu vas être focus, tu vas être attentif, tu seras pas manipulé facilement par tes propres émotions en soi, parce que tu as une meilleure gestion émotionnelle. Puis on sait que mais dans le grinding, puis dans les business, puis peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu veux prendre des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles. Dormir va être essentiel pour ça en tant que tel. Fait que, comme à un moment donné, je sais pas, là, dors, là. Mais puis tu sais, grind, on s'entend, comme on a dit, tu veux-tu être productif? C'est normal, dans n'importe quel job, je pense, d'avoir des blitz où est-ce que tu es plus occupé. Ou tu sais, mettons qu'on prend les gens qui travaillent sur des shifts, qui est la pire affaire que tu puisses faire subir à ton corps, mais t'as pas le choix, c'est ta job. Ben, c'est une raison de plus d'essayer de prioriser ton sommeil quand tu es capable de le faire. Si tu le sais que tu as des très grosses périodes de travail, ben, les périodes où est-ce que tu as un petit peu plus de lousse, puis que tu devrais avoir des grosses périodes, mais tu devrais avoir des périodes qui sont vraiment moins intenses aussi pour être capable de te reposer, pour être encore plus productif pendant tes grosses périodes. On sait que ça peut être difficile pour certaines personnes d'optimiser leur horaire de sommeil, mais encore une fois, c'est une question de priorité. Sachant que cette priorité-là va te permettre d'être beaucoup plus allumé, beaucoup plus présent, beaucoup plus heureux dans le reste de ta vie, ça vaudrait peut-être la peine de commencer à prioriser ton sommeil avant de commencer à prioriser quand est-ce que je pourrais faire fitter 8 workouts dans ma semaine. Ouais. Mais oui, clairement, j'en ai parlé avec un de mes clients relativement récemment, là, comme évaluation, puis le gars, il travaille beaucoup sur la route, puis il part toujours comme des 4 jours straight, il revient 4 jours, il est 4 jours on, 4 jours off tout le temps. Fait qu'il dit, moi, j'ai comme pas vraiment le choix de condenser 4 workouts en 4 jours, parce qu'après ça, je suis parti 4 jours, je peux pas m'entraîner. Fait que je suis comme, ben oui, ça y a pas de stress. Sauf que là, il est parti du CrossFit, puis il a commencé à faire de la muscu aussi. Sauf que là, les 4 jours semaine, il s'entraînait CrossFit et muscu. Je suis comme, là, il va falloir qu'on jase, parce que essayer de condenser 8 workouts en 4 jours, là, je te confirme que tu progresseras pas autant. C'est beaucoup plus difficile. Là. Tant que tu récupères, c'est une chose, là, mais comme ça va dépendre aussi du volume puis de l'intensité. Puis on s'entend par rapport à tout ça, mais comme bon, on va faire le volet de dormir live, on va faire le sommeil parce qu'on est pas mal dedans. Mais comme à un moment donné, comme si tu veux une bonne immunité, si tu veux une bonne santé mentale, si tu veux une bonne récupération, on en parle tout le temps, mais comme faire des gains, ok, cool, c'est excellent, mais tu le fais quand tu dors. Là, la majorité de l'augmentation de synthèse de protéines est faite durant le sommeil. Par autant, il y a un bilan hormonal qui va être différent à ce moment-là que juste comme ton corps, il y a juste ça à faire dans un sommeil profond de récupérer puis comme vider les cellules qui sont pas censées être là puis dupliquer les cellules qu'il faut qu'ils soient là dedans. Mais la synthèse de protéines, c'est l'augmentation de cellules en tant que telles. Donc, on veut faire ça durant le sommeil. Dors pas, tu seras pas en shape first puis après ça, c'est ce qui va arriver, c'est que tu vas nuire à tes performances, tu vas nuire à ton recrutement de tes motrices, ta vigilance est moins bonne, tu as une augmentation des risques de blessures puis tu es moins performant dans le gym. Si tu lèves moins lourd dans le gym, qu'est-ce qui arrive? T'as moins de tension mécanique. C'est moins de tension mécanique, qu'est-ce qui arrive? T'as moins de gains. C'est aussi simple que ça. Puis on peut faire plus de junk volume en dormant moins parce qu'on a un moins bon recrutement d'unités motrices, de fibres rapides qui ont un potentiel à l'hypertrophie. Fait que si tu recrutes plus de fibres lentes, ben, ok, cool, mais ils n'ont pas le potentiel aussi grand que les autres fibres musculaires à grossir. Fait que, ben, t'as fait de l'activité physique. Which is fine, mais at some point, c'est comme, on veut être efficace dans ce qu'on fait. Tant qu'à faire de quoi, soyons efficients puis que ça vaut la peine de le faire en tant que tel. Là. Ben, c'est ça. Hey, les gens se plaignent constamment qu'ils n'ont pas des résultats assez rapidement. Puis ils vont... Tu sais, mettons, c'est que souvent les gens vont se concentrer sur, mettons, le workout parce que c'est la partie, entre guillemets, le fun pour la plupart du monde. Puis c'est la partie où tu as une tangibilité dans le sens où tu vois les charges augmenter, puis tu as l'effort de fait, puis on est encore une fois dans une société où si on souffre, si on a de mal, si on est dans un effort, ça va être payant à 100%. Ça, on a comme un apport psychologique à dire comme, ok, mais parce que j'ai souffert, c'est ça qui va amener réellement des résultats. Dormir, c'est pas souffrant. C'est récupérant, c'est positif, ça fait du bien, c'est juste, tu te sens plus zen. Ok, mais c'est pas efficace. T'sais, inconsciemment, on peut avoir ce biais-là en tant que tel de comme la souffrance, puis le meilleur exemple, c'est les peines d'amour. Si tu souffres autant d'un amour, c'est que ça peut être juste l'amour de ta vie, tu sais. Alors que ce n'est pas réellement le cas en tant que tel. Là, on rentre dans un autre aspect psychologique, mais il y a ce biais-là qui se fait. On commence à c'est la thérapie pour elle. Non, mais bref, tu sais, c'est ce que j'avais lu sur des auteurs en psychanalyse, de comme... La souffrance est intimement reliée à « Ok, je vais avoir un résultat, c'est sûr à 100% que je vais avoir un résultat. » Si je suis efficient dans mon temps, j'ai pas l'impression d'avoir souffert à la job parce que j'étais sharp, parce que j'étais concentré.
mais je serais pas bon. Ouais, non, ok, faut défaire un peu ce biais-là. C'est un vrai biais qui s'applique ailleurs dans la vie aussi, dans le sens où, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, on va parler par exemple de salaire, qui sont comme, tu sais, je travaille fort, puis pourtant, tu sais, il fait pas nécessairement le même salaire que quelqu'un qui a l'air de se pogner peut-être plus le cul, ou qui fait une job qui a l'air peut-être moins physique, moins intense, moins demandante, moins stressante, mais l'affaire avec ça, c'est que c'est toi qui as choisi, par exemple, d'être payé de l'heure. Puis je veux dire, dans la vie, je pense que tout le monde travaille très fort. C'est vraiment très non, mais c'est très subjectif de l'effort que tu mets versus, exemple, le salaire que tu as. Puis l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui ont été capables de monétiser justement le fait de ne pas travailler, d'échanger des heures contre de l'argent, mais d'échanger, par exemple, sur un produit ou un service contre de l'argent. Donc, ces gens-là sont devenus super, super riches. Puis pas en travaillant pas fort, mais en étant juste plus stratégique. Fait que c'est pas vrai. Tu sais, c'est vraiment effectivement un biais cognitif de se dire plus que je travaille fort, plus que je vais avoir de résultats. Mais comme on l'avait mentionné dans un autre podcast, c'est pareil avec l'entraînement. Malheureusement, selon ta génétique, oui, plus que tu travailles fort, plus que tu vas avoir le maximum de résultats que tu es capable d'atteindre. Mais quelqu'un à côté de toi peut s'entraîner 2 fois moins fort que toi puis avoir plus de résultats que toi juste à cause de sa génétique. Fait il n'y a pas même si techniquement on a l'impression que le fait de mettre beaucoup d'efforts a un lien direct avec les résultats, ça n'en a jamais en santé puis en recomposition corporelle. Il y a des gens qui peuvent négliger leur santé toute leur vie parce qu'ils ont une bonne génétique, ben c'est plate, mais ils vont développer des maladies métaboliques beaucoup plus tard. Ils vont tomber malades beaucoup plus tard. Puis il y en a d'autres qui vont prendre super soin de leur santé, puis à cause de leur génétique, il y a des enfants qui tombent malades. Là. Je pense pas que ces enfants-là méritaient de tomber malades ou c'est parce qu'ils ont trop mangé de junk food à l'âge de 3 ans qu'ils sont tombés malades, mais c'est arrivé quand même à cause de leur génétique ou à cause de ci pis ça. Fait que c'est plate, mais ça aussi, c'est une loterie à laquelle tu gagnes ou tu gagnes pas, mais c'est quand même pas une raison de te dire je prendrai pas soin de ma santé. Parce que moi, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup de la génération de mes parents. Oui, mais telle personne dans ma famille a fumé toute sa vie puis il est pas mort d'un cancer du poumon. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu avant de mourir, là, mais t'as scrap en esti pareil. Là. Pas te mentir, c'était pas un exemple de respirer la santé non plus. Là. Non, t'as beaucoup de gens dans la centaine qui ont vécu qu'ils buvaient à tous les jours puis ils fumaient à tous les jours, mais ils ont gagné à la loterie génétique. Il y avait certains comportements qui étaient reproductibles au niveau de leur activité physique puis le fait qu'ils n'étaient pas tant stressés que ça dans leurs habitudes. Bon, c'est sûr que ça, c'était pas les meilleures habitudes en tant que tel, mais il y avait la génétique pour être capable de vivre longtemps en tant que tel. Puis probablement, comme tu dis, le mode de vie aussi. Il y a une forme de mode de vie qui était reproductible chez des gens. Il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas la même vitalité. Il va falloir qu'ils mettent un petit peu plus du sien pour optimiser la santé. Comme le monde, vous aviez eu Frank au podcast, genre le premier, que les LeBron James de ce monde qui pourraient manger des Pop-Tarts, des chips et perdre du gras. Puis moi, ben, il faut que si je regarde une pizza, ben, ça se peut que j'inflamme à l'idée de penser que parce que je suis stressé de manger ça, à l'idée de penser que je suis stressé. Non, mais à l'idée de penser que si je vais, non, mais je peux pas manger nanana, puis que ça va m'affecter beaucoup plus que certaines personnes, ben, comme, ça se peut très bien, mais ça fait chier, mais c'est très individuel. Il y en a qui vont être capables de le tolérer, ok, mais toi, tu le sais que tu peux pas le tolérer. Essaye pas de penser que tu as la même génétique que l'autre, qui lui va manger du McDo, puis un moment donné, ça va le rattraper. Un moment donné, peut-être jamais, mais un moment donné, ça va peut-être le rattraper, mais ok, mais c'est très individuel à toi. T'as pas le choix, toi, de mettre l'effort en soi. T'avances pas dans la vie à te comparer à pire que toi, là. Je veux dire, de te comparer à l'autre à côté. Plus chanceux, tu sais, dans leur génétique. Ah, mais lui, il en fait moins, puis il est capable d'en avoir plus. Ok, mais c'est ça. Et la souffrance, puis l'effort n'est pas... À un certain seuil, elle va être reliée à tes résultats. Mais si tu te disais, je vais faire 2 heures de workout, ben, je vais avoir 2 fois plus de résultats que sur 1 heure de workout, puis je vais avoir souffert encore plus, puis je vais avoir mérité de manger, puis je vais... Non, c'est pas forcément, il n'y a pas une interrelation entre j'ai travaillé fort toute ma vie, puis j'ai jamais rien gagné, puis l'autre, s'il est intelligent, il a fait des investissements. Ben oui, mais il est intelligent, justement, il a travaillé de façon smart, puis différente, puis il a sûrement souffert dans d'autres aspect de sa vie. Et non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais il n'y a pas d'intime relation entre à quel point tu vas souffrir puis à quel point tu vas avoir des résultats mérités. Hey, je l'ai tellement mérité. Je travaillais comme un déchaîné. Comme un déchaîné toute ma vie en tant que tel, puis comme j'ai jamais rien eu. Ouais, mais il n'y a pas de relation. Mais c'est tangible, la souffrance. Tu sais, je l'ai vécu, je l'ai souffert. Ouais, mais ça n'a pas rapport. C'est une affaire que j'aimais beaucoup, que j'avais entendu Alex Hormozy dire dans un podcast à un moment donné, où est-ce qu'il disait quelque chose comme l'ultime test pour savoir si tu mérites quelque chose, c'est est-ce que tu l'as, oui ou non. C'est ça. Ouais. Il dit, tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, personne mérite, entre guillemets, d'être milliardaire. Non. Tu l'es parce que tu sais comment le devenir. Ouais. C'est tout. Ou là. t'as hérité.
Ou t'as hérité, mettons. Ou c'est important pour toi. Là, c'est vraiment de la pure chance. Mais je veux dire, encore là, je pense pas que tu le méritais. Puis encore une fois, si tu te le fais donner, entre guillemets, t'as aucune garantie que tu vas le maintenir parce que t'as aucune idée comment l'avoir en premier. C'est ça. Fait tu sais, il n'y a rien que tu vas mériter sans travailler pour. Il y en a qui des affaires qui vont venir plus facilement parce que génétique, circonstances, whatever. Mais il n'y a rien que tu vas mériter tant que tu ne travailleras pas pour. Tu sais, il n'y a personne qui est en shape par hasard. Il y en a qui ont des génétiques qui leur permettent d'avoir besoin de mettre moins d'efforts. Mais il n'y a personne qui a une shape incroyable par hasard. Là, je veux dire, tu as travaillé pour, tu t'es entraîné pour, tu as mangé pour, tu as essayé de dormir le plus possible, tu gères ton stress comme... Tu l'as mérité parce que tu as travaillé. Mais il n'y a personne qui va s'attendre à devenir en shape du jour au lendemain par chance pour le fun parce que je suis une bonne personne. Là. Je veux dire, tu vas voir ce que tu travailles. On parle de shape, mais pour la santé, c'est la même chose. Là. Je veux dire, les gens qui, paraissent super bien en vieillissant, mais qui sont full en forme, sont capables de faire plein de sports, sont encore capables de voyager, ont aucune limitation physique, ont aucune limitation mentale aussi, parce que la santé mentale aussi, c'est important en vieillissant. Puis non. Puis pour faire un dernier petit point pour closer le sujet du sommeil, tu parlais justement du sommeil avec la santé mentale, Nick, mais si vous êtes des gens, on s'entend que je pense que le plus gros fléau du siècle qu'on est en ce moment, je pense que c'est le 21e, mais j'étais pas sûre, fait que j'ai utilisé d'autres mots pour le dire. Déjà, c'est très fort en histoire. Vraiment. Mais c'est le stress. Puis si tu dors pas ou tu dors 4, 5, 6 heures par nuit, je te confirme que ça augmente ton hormone de stress fois 1 million. Fait que si tu te sens plus instable émotivement, si tu as tendance à être stressé, à pas être capable de travailler sous pression, des choses comme ça, ou à justement breakdown tout le temps, mais peut-être que tu aurais avantage à prioriser ton sommeil parce que ça a un très, très gros impact sur ton stress. Fait que si tu sais, plus que tu essaies d'être juste tout le temps productif, plus que tu nuis à ta productivité, parce que plus que tu es stressé, puis plus que tu t'hypothèques à court, moyen et long terme, là, ton corps, ça reste que... Aujourd'hui, on vit dans un monde où est-ce qu'on est surstimulé 24/7, que ce soit les écrans de téléphone, que ce soit la quantité de gens qui sont accessibles à qui communiquer, que ce soit la quantité d'informations qui est projetée sur nous, on est surstimulé. Il faut prendre le temps de ralentir. C'est pas le corps et le cerveau n'ont pas évolué au même rythme que la technologie puis que le monde qui nous entoure présentement. Le corps n'est pas fait pour supporter autant de stresseurs en si peu de temps. En une journée, t'étais pas supposé être capable de parler à 82 personnes différentes puis d'être capable de regarder autant d'images puis d'être capable de faire autant de choses. Ça a un côté qui est super bénéfique, c'est merveilleux parce qu'on peut apprendre plus, on peut rejoindre plus de gens, mais ça a aussi le downside que, à un moment donné, il faut apprendre à ralentir. Ouais. Totalement. Si tu voulais être en shape et en santé pour dormir. Donc, comme nos jours, c'est des autres sphères qu'on va parler que autant l'alimentation, l'activité physique, la gestion de stress, puis mettons, la digestion. Celui qui a le plus gros impact sur tout ça, sur les choix conscients et inconscients, c'est le sommeil. Dormir, Chris, pour vrai. No joke, si tu dors en bas de 7 heures, t'es fuck up dans genre 2 ans. Là. Comme no joke. Là. On l'a mentionné souvent aussi, mais c'est pas juste une question de durée, c'est une question de qualité aussi. Ouais. Oui, ça, c'est une affaire parce il y a l'aspect durée quand même à oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que je dis que c'est obligatoirement les deux, parce que t'auras beau avoir un super bon sommeil en termes de qualité, tu dors 4 heures par nuit, il va t'en manquer pareil. Oui. Mais t'auras beau avoir 8 heures de sommeil, si t'as 12 minutes de sommeil profond dans ta nuit, tu risques d'être brûlé tout le temps pareil. On parle du sommeil profond comme étant une des phases les plus importantes, mais le paradoxal est super important, puis le sommeil léger est super important aussi, autant pour les fonctions cognitives que l'apprentissage moteur se fait beaucoup dans le sommeil paradoxal. Fait qu'il y a ces phases-là existent pas pour nuire au sommeil profond parce qu'elles sont essentielles aussi pour autant évacuer les déchets métaboliques dans le cerveau que faire d'adaptation neurologique dans le cerveau en tant que tel, de faire des nouvelles connexions synaptiques entre les neurones en soi, là, dans la neuroplasticité. Fait qu'il faut dormir, mais il faut dormir, puis pour vrai, j'ai adoré ce que tu as dit, là. C'est excellent. Pour vrai, si, c'est gentil. Moi, j'ai adoré que tu plugues des mots scientifiques comme si c'était vraiment rien. Nick, le pire, c'est que Nick, il fait ça tout le temps. Nick est capable d'expliquer des concepts qui sont tellement complexes, mais juste te vomir ça comme s'il parlait de son déjeuner, genre. Oui, mais au moins, il n'y a pas vomi son déjeuner. Non, effectivement. Non, mais j'ai failli dégaler il y a 3 nuits. En tout cas, dans ma nuit, là, tu sais, on parlait de manger avant de dormir, mais justement, là. C'est ça. Bref, on ne parlera pas de ça ici. Il y avait une question que je me posais, puis s'il y a quelqu'un toi. Non, mais vas-y. qui connaît la réponse, parce que je l'avais posée à Mathieu, me semble, puis on n'avait pas de réponse au niveau du contenu scientifique.
je me demandais si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle quand tu te souviens de tes rêves quand tu te réveilles. Hey, on en a parlé un petit peu avec Martin dans le podcast qu'on a fait sur le mythbusting de supplément, puis il est comme, on commence à peine à comprendre les rêves. C'est ça. En fait, on les comprend complexe, pas encore. Là. Mais c'est pour ça, cette question, je me posais, parce que j'étais comme, moi, il y a des périodes, souvent en fait, où je me souviens clairement de mes rêves et mes rêves ne font aucun mais je sais pas si sens. Tu sais, je pense que c'est un peu le même impact que, entre guillemets, le microbiote avec les édulcorants. On sait on sait que ça a un peu un changement, mais on sait pas s'il est positif, négatif ou neutre. Je pense que c'est un peu ça avec le rêve. Tu t'en souviens ou tu t'en souviens pas? Je pense que c'est peut-être juste neutre. Je sais que j'avais déjà lu à un moment donné une étude que les rêves où ce que, par exemple, tu vas avoir une période où ce que tu vas étudier puis que tu t'en vas rêver de tout ça, favorisait l'apprentissage plus que de ne pas rêver à ce que tu avais étudié. Oui. Ça, je sais que de rêver de ce que tu as étudié favorise un plus grand apprentissage. Pas parce que tu continues à l'étudier, mais juste de la manière que le cerveau va faire des nouvelles connexions. Ils vont être plus fortes. Pourquoi? Par quel mécanisme? Je sais pas, mais je sais que dans l'intégration d'apprentissage, surtout de passer dans la mémoire à court terme, à long terme, de rêver de ce que tu avais étudié ou de ce que tu avais fait en tant que tel, ça le favorisait. Non, je sais pas. Mais il y a une madame, je pense que c'était dans le podcast à Huberman, mais je suis pas certaine, une madame qui étudiait ça, oui, je sais, on en prend puis on en laisse, là, mais qui étudiait justement, je pense que c'était, je me souviens pas si c'était au niveau des hormones, mais qu'elle parlait qu'une des théories les plus, entre guillemets, probables en ce moment concernant les rêves, selon des études de tout ce qui se passe au niveau de ton corps puis de ton cerveau, c'est que le corps essaye de comme auto-réguler ses émotions de la journée par le rêve. Fait que peu importe à quoi tu rêves, c'est qu'il y a certaines émotions, informations que ton corps essaye, que ton cerveau essaye de faire du sens dedans ou essaye de t'aider à passer à travers. Fait que si tu vis des périodes émotionnelles difficiles, à travers tes rêves, à travers ce que tu ressens, à travers ces choses-là, c'est ton corps, c'est ton cerveau qui essaye de t'aider à gérer ces émotions-là. Fait que c'est encore très embryonnaire comme étude, mais je trouvais ça vraiment super intéressant. Ben, il me semble que j'avais déjà lu là-dessus aussi, justement, sur la régulation de l'activation de l'amygdale, qui est une partie du cerveau qui gère beaucoup, qui va beaucoup s'activer lors de peur, d'anxiété, des émotions plus négatives. Puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait regarder des films d'horreur à des gens. Il avait regardé l'activation de l'amygdale en tant que telle. Ils les avaient fait dormir. Puis il les faisait regarder le même film d'horreur. Puis l'amygdale était beaucoup plus inhibée suite à la nuit de sommeil face au même film d'horreur. Parce que, on sait déjà, first of all, qu'est-ce qui va arriver. Il y a cette partie-là aussi. Mais de l'horreur, ça reste de l'horreur d'une certaine manière. Là. Ça reste dégueulasse en soi. Mais l'amygdale était mieux gérée avec une nuit de sommeil par le process je sais que c'est pas vrai, par le process des rêves où il y a eu ce contrôle-là émotionnel en tant que tel. Fait que ça, c'est des choses qui se peuvent très bien et qui font du sens parce qu'il l'avait fait. Non, à quel pourcentage, je me souviens plus, mais je sais qu'il y avait une régulation de OK, quand on dort, l'amygdale se gère mieux, puis on est capable d'avoir justement un top-down reaction qui appelle en tant que tel face au cortex préfrontal, de faire comme calme-toi, là, c'est pas si anxiogène que ça, là, comme. Ouais, parce que ton cortex préfrontal, il est complètement désactivé quand tu manques de sommeil, là. Ouais, c'est ça. L'amygdale fait juste envoyer des signaux de comme pleure. Non, c'est la fin du monde. Genre, t'as échappé un verre d'eau. Ça me fait juste penser au meme de genre, we sad today. Ouais, c'est vraiment ça. C'est genre, we're anxious, we're sad, we're angry, puis comme. Mais moi, une mauvaise nuit de sommeil, puis même quand je pars pour m'endormir, mettons, quand je pop les dodos, là, de Nova Pharma, là, je sais pourquoi, mais dans le sens, j'ai pop, puis là, je deviens vraiment ultra fatiguée, là. Puis comme si j'arrive quand même pas à m'endormir pour une raison X, Y, Z, là. Là, l'overthinking, là. Tout devient dramatique, là. Des fois, faut que je me gère de genre pas écrire des hosties d'affaires dramatiques à du monde. Puis le lendemain, je me réveille, puis je repense à ça, puis je suis comme. Mais pourquoi je m'en faisais de même hier? Comme, c'est terrible. C'est la fatigue là, que t'accumules. Là. Mais genre, à des niveaux là, que je suis genre, mais c'est problématique là, de filer de même. Ben, ça explique aussi pourquoi en soirée, on a beaucoup plus de la difficulté à faire la restriction en tant que telle, parce que la demande cognitive est la même que le matin. C'est juste que la fatigue mentale n'est pas la même en soi. Tu sais, pas manger de la pizza le matin, c'est facile, mais de pas en manger le soir, ça devient plus complexe, surtout si on a une journée qui a été lourde mentalement, surtout si on a une journée où on a moins bien dormi la veille, surtout sur une journée où ça a été émotionnellement difficile. C'est très difficile de générer de l'autorégulation puis de la restriction. Mais le matin, qui veut manger? Ça part au Hugo, là, que dans le temps, il mangeait de la pizza, du Boston Pizza le matin. Shout out à lui, là. Mais comme une bonne pointe de pizza avec une gourou le matin. Ouais, pour aller faire un déménagement, t'es comme. Puis lui, il est ligne puis il est en
shape, tu sais, fuck you, genre. Va chier, go manger de la pizza le matin. T'amènes un point qui est vraiment très intéressant, Nick, parce que justement, on parle des habitudes de vie saine pour juste être en santé, en dehors de la shape. Puis on parle souvent aussi des gens qui développent des troubles alimentaires. Puis tu sais, de juste dire à quelqu'un, ben là, gère-toi de pas manger tout ce que tu as dans le frigo le soir. C'est pas si facile que ça. Comme tu viens de l'expliquer, il y a plusieurs processus genre cognitifs et hormonaux qui entrent en ligne de compte, qui font en sorte que c'est pas juste une question de volonté. Psychologique aussi. Là. Exact. Psychologique, tu sais, mettons, je sais que Matt avait déjà parlé de ça un moment donné dans une formation où un de ses clients à lui, il cheatait beaucoup, puis ce qu'il se rendait compte, c'est que cette personne-là avait eu une enfance très difficile, mais le seul moment où dans sa famille ça allait bien, c'est quand il mangeait des repas le vendredi soir avec sa famille en tant que telle, puis c'était tout le temps de la pizza, des hamburgers, des affaires la même. Fait que pour lui, ça y amenait un sentiment de sécurité puis de contrôle sur le cerveau au niveau du stress quand il mangeait ça, parce que c'est le seul souvenir qui était positif, puis la nourriture a un aspect très important dans les souvenirs en tant que tel, dans l'aspect émotionnel en soi aussi. Fait que c'est pas juste comme, oui, ça stimule de la dopamine, mais si c'était mon seul moment quand j'étais jeune où il n'y avait pas de la violence puis de l'abus psychologique à la maison, Chris, c'est quoi? C'est un réconfort instantané parce que le cerveau a appris à se protéger. Hey, ça renforce un pattern très fortement. Oui, c'est très fort. Là. Puis tu sais, une fois que ce client-là, je pense que Matt, il en parlait, mais une fois qu'il avait trouvé ça, ben, là, il était en thérapie pour ça. Puis la gestion émotionnelle, la gestion alimentaire était beaucoup mieux, mais des fois, on a de la difficulté à expliquer pourquoi on a certains comportements alimentaires, mais regarde dans l'enfance, puis est-ce qu'il était présent à des moments où ça allait bien, versus absent qu'il y a des moments où ça allait moins bien. Oui, ton cerveau va juste chercher à se protéger là, du stress oxydatif, du cortisol, il haït ça. S'il y a moyen de le bloquer par le fait que tu vas manger de la scrap, mais tu vas être heureux, tu seras pas stressé, guess what, il va le faire, il va se protéger de cette manière-là. Le cerveau a une bonne capacité à se protéger dans nos comportements inconscients. Ceci étant dit, c'est ça. Ouais. Donc, c'est compliqué d'être un être humain. Là, je veux dire, c'est pas juste de la volonté. Là. L'obésité, oui, c'est dans notre contrôle, puis c'est vrai que c'est dans notre mode de vie, mais c'est beaucoup plus complexe que juste de dire ouais, mais arrête d'en manger puis fais un petit peu plus d'activité physique. Mais c'est ça, mais je pense qu'une des premières étapes que les gens devraient faire pour leur santé / recomposition corporelle, s'ils ont de la difficulté avec, justement, bien manger, on va dire bien s'alimenter, les binges, les cravings, ces choses-là, c'est de commencer à juste manger en pleine conscience. Tu sais, Maria Bergeron, elle avait commencé à faire ça aussi. C'est que quand tu prends ton repas, avant de manger ton repas, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est ça que tu as envie de manger en ce moment? Est-ce que c'est vraiment... parce que moi, là, dans la vie, là, j'ai des cravings de légumes. Là. Comme, il y a des bouts où j'ai faim, puis je veux juste... Moi, c'est un truc que je donne tout le temps. Je suis comme, si t'as pas faim pour manger des légumes... T'as pas faim. T'as pas réellement faim. Si, là, t'es comme, hey, j'ai un petit creux, puis tu visualises, là, tu prends conscience, tu te visualises en train de manger, là, une grosse assiette de légumes. Pas avec, genre, ketchup mayo, là, genre juste des fucking légumes. Puis tu fais pas... Ah ouais, man, faut que je mange, même si c'est des légumes, genre, faut que je mange. T'as pas réellement faim. Comme t'es pas rendu à ce niveau-là de faim. Fait que si tu dis non, j'ai juste envie de manger quelque chose de sucré ou quelque chose, un petit salé, un petit chip, quelque chose. Ok, parfait. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, tu ressens le besoin de manger ça? Ouais. C'est quoi que ça vient t'apporter comme réconfort? C'est quoi qu'est-ce que tu fais en ce moment qui fait en sorte que tu as envie? Est-ce que ça revient souvent quand tu es devant la télé? Est-ce que c'est juste pour combler de l'ennui? Si c'est juste pour combler de l'ennui, pourquoi est-ce que tu n'es pas satisfait de juste relaxer devant la télé? Qu'est-ce qui fait que ton système nerveux, il a tellement besoin d'être constamment stimulé que tu as besoin de te reward avec quelque chose en ce moment? Fait que c'est juste de commencer, je pense, pour votre santé et votre composition corporelle à prendre conscience de qu'est-ce que vous mangez, quand vous mangez, pourquoi est-ce que vous le mangez. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, j'avais fait un post à mastication cette semaine, mais il y a ça aussi, là, je veux dire, si tu manges constamment sans prendre le temps de mastiquer, sans prendre le temps de manger, c'est une activité parasympathique. Tu ne peux pas manger sur le coin d'une table, stressé, à moitié en train de faire autre chose, puis t'attends à des résultats miracles. Ton corps ne peut pas bien le gérer parce que tu es en train de faire des activités sympathiques et une activité parasympathique en même temps. À un moment donné, ton corps, il faut qu'il choisisse. Là, comme il peut pas juste chiller pour faire ce que tu es en train de faire parce que c'est le temps de digérer, puis en même temps, pas chiller parce que là, tu as besoin d'être éveillé mentalement, mais il faut que tu manges. T'es en train de travailler, t'es en train de répondre à des emails, puis tu manges une coin de table. Ben, c'est ça. Ouais, exact. Mais c'est une belle transition vers l'alimentation sur pourquoi c'est important de bien s'alimenter. Là. Autant qu'on regarde d'un point de vue, mettons, recomposition corporelle ou hypertrophie, que manger un apport élevé en protéines, c'est essentiel, là, mais comme pour de vrai, la majorité des structures faites dans le corps sont faites à partir d'acides aminés ou de protéines complètes en tant que tel. Comme manger des protéines reste le macronutriment le plus important. Pas parce que
pas parce que ça amène une autre satiété. Les protéines amènent une autre satiété, pas parce qu'ils en amènent une. Parce qu'ils sont essentiels au corps. Puis c'est à ce moment-là que le corps fait « OK, j'ai assez de protéines pour autant produire des hormones, des neurotransmetteurs, des cellules en général, venir réparer des tissus, faire de l'ossature en tant que telle, construire de la masse musculaire, bien évidemment. Mais comme construire de la masse musculaire, c'est de l'ordre de peut-être 5 à... Si t'es bien bon, là, 15% des protéines qu'on va consommer qui vont être utilisées dans le dépôt musculaire en tant que tel. Fait que le 75 à 85%, même 75, le 95, entre 75 ou 95%, une grosse majorité. Des grosses majorités des protéines que tu vas consommer vont être utiles pour faire d'autres choses dans le corps humain que de la synthèse musculaire. Que tu fais comme, ok, cool. Les messagers dans le cerveau, là, les neurotransmetteurs, c'est fait à partir d'acide aminé. Il faut manger des protéines. Là. Les gens associent toujours protéines à muscles, ce qui est correct, parce que je veux dire, on est dans le fitness, on en parle beaucoup. Mais je veux dire, c'est un muscle en soi, fait que c'est ça, mais je veux dire, tout ce qui est osseux, tendineux, la peau, les cheveux, comme... Les protéines, c'est ça pour tout, puis je veux dire, t'en as parlé, là, je veux dire... Les cellules, les enzymes, les transporteurs, les... whatever, tout ce qui se fait dans le corps, les globules blancs, les globules rouges, ils sont faits à partir d'acide aminé. Puis il faut manger des protéines. Tu sais, je veux dire, au-delà de la masse musculaire aussi, tu sais, on essaie d'orienter un petit peu plus le côté santé aujourd'hui, mais la prévention de blessures, là, excuse, quand t'arrives à genre 70-80, là, si tu manges genre 30 grammes de protéines par jour, mettons que tes os et tes tendons, ça se peut qu'ils soient un petit peu plus fragiles. Ouais. Puis je me souviens plus si c'était dans un podcast avec nous que j'en ai parlé ou c'était dans le podcast à Isabelle, mais j'avais vu à un moment donné, je me sais plus si c'était une étude, mais en tout cas, j'avais vu quelque chose à un moment donné qui disait que de façon générale, les personnes âgées, je pense que c'était au-dessus de 80, quelque chose comme ça, lorsqu'il y avait une fracture de la hanche, décédaient dans l'année qui suivait. Oui. Ouais. À comme 95%, une affaire de même. C'était une statistique ridiculement élevée. Mais je veux dire, ils sont pas capables de récupérer. Exact. Fait que, tu sais, si on est capable d'aller chercher de la prévention, oui, évidemment, à travers l'entraînement en résistance, mais je veux dire, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, mais que tu manges quand même 30 grammes de protéines par jour, il va y avoir un problème. C'est important de la protéine. Oui, exactement. Oui, pour de vrai. Puis comme c'est le macro, c'est le macronutriment le plus essentiel, le plus important. Ça va autant t'aider à la régulation de ton appétit en tant que tel, parce que ça amène une haute satiété, ça va amener une bonne régulation des cravings en général, ça va optimiser le transit intestinal. On sait que de manger des carbs avec des protéines va aussi optimiser la digestion des carbs, va optimiser la glycémie en tant que tel, la rapidité de l'assimilation du glucose en soi. Fait que de manger des protéines ralentit ça puis fait en sorte que tu es dans un environnement moins oxydatif et moins inflammatoire, parce que l'insuline c'est oxydatif, tout ça. Bon, bref, on s'en fout, là, c'est pas pour créer de la peur au niveau des carbs, au contraire. Mais comme de les assimiler avec des protéines, d'avoir un bol alimentaire qui est plus complet, puis le fait que ça va demander plus d'acide gastrique puis tout ça, donc optimiser la digestion des autres macronutriments aussi en même temps, mais c'est important d'en manger des pots, tu sais, comme c'est essentiel. Je comprends pas qu'on soit encore en train de ne pas recommander, puis qu'on soit encore en train de dire que à partir de 30 grammes, on n'assimile plus rien, tu sais. Mais ça a été démenti. Tu sais, ça a été démenti sur le fait de comme, OK, le muscle protein synthesis, il arrête à 30 grammes. Bon, ce qu'on savait avant, c'est qu'il était approximatif autour de comme 25 à 50 grammes, puis à partir de là, il était moins efficace ou il arrêtait. Mais justement, ça a été démenti récemment sur le fait qu'il est moins exponentiel, mais si tu consommes un 80 grammes de protéines, ce 80 grammes-là va activer la synthèse de protéines autant qu'un 50. C'est juste que ça va être sur un plus long moment en soi. Fait que d'avoir des gros feeding de prods aiderait quand même, puis tu perdrais pas un environnement qui est plus anabolique à ce moment-là au niveau de la synthèse de protéines. C'est juste qu'elle va être maintenue un petit peu moins élevée, mais sur un plus long terme en tant que tel, et donc quand même d'être capable d'utiliser ces acides aminés-là pour produire justement du muscle. Non, manger 100 grammes de protéines, tabarnak que t'as plus faim, là. Comme c'est vraiment tough, là. Manger 400 grammes de viande around that, là. Ben c'est ça. Il y a eu l'étude qui est sortie il y a pas super longtemps, là, qui regardait, mettons, je pense que c'était un 25, un 50 puis un 100 grammes de protéines d'un coup. Exactement. Puis on se rendait compte que finalement, avec 100 grammes de protéines, il y avait encore... La synthèse de protéines continuait de monter encore. Je pense que c'était moins exponentiel que le 25, mettons. Là, mais c'est juste plus long. C'était ça. Ceci dit, l'étude avait été faite sur
de la ISO. Ça avait pas été fait avec de la viande. Ouais, parce que, tu sais, il y a ça. Tu sais, prendre 100 grammes de protéines en ISO, oui, ça va te bourrer, mais je veux dire, ça se prend quand même. Mais 100 grammes de protéines en viande... Mais non. Hey, tu mastiques. 400 grammes de poulet, là, tu vas y en esti. Non, après 200, First, t'es écœuré, deux, t'as plus t'as le reste de ton repas à manger aussi. C'est ça, exactement. Puis c'est ça aussi. Tu peux pas juste te nourrir de carnivore diet. Carnivore, là, mais... Tu peux, mais est-ce que c'est santé? C'est un autre débat en soi. Ouais. Mais c'est pas... En tout cas, c'est pas probablement que c'est plus santé que juste manger des carbs, là. Comme juste manger des bonbons, on s'entend, sur Saint-Esprit, mais ça encore, ça rentre dans les extrêmes. Dans les t'as extrêmes. le carnivore diet puis t'as le vegan diet, que les deux, c'est comme deux extrêmes où les deux ne se meet jamais. Puis c'est comme, moi, je pense qu'il faudrait une optimalité dans tout ça, où autant les viandes vont, puis les gens vont associer la viande à la protéine, mais comme, il y a des micronutriments là-dedans, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a du fer, il y a du collagène un peu aussi. Fait que c'est des choses qui sont importantes. Exactement. Puis comme, les complexes de vitamine B dans la viande rouge, la créatine un peu dans la viande rouge aussi. Fait comme, tout ça est essentiel à maintenir un bel environnement. Puis ils sont pas là pour le plaisir. De la viande, c'est pas juste protein, fats. Là. Il y a des micronutriments qui sont là pour faire fonctionner ton corps en soi. Là. Fait mais que c'est ça. ça. Vas-y. Oh, excuse-moi, mais ça, j'allais dire, tu sais, depuis tantôt, parce que depuis plusieurs podcasts, on parle de l'importance de la nourriture. Food is fuel. Fait que, tu sais, j'aime ça que tu digues un peu plus en détail sur pourquoi est-ce que la nourriture, c'est aussi important. Parce qu'il y a plein de gens, là, que juste pour leur body recomp, ils vont s'empêcher de manger, là. Mais l'affaire, c'est que ton corps, il a besoin de micro et de macronutriments pour bien fonctionner, là. Outre ta shape, là. C'est pour ça, à un moment donné, le if it fits your macros, ça peut fonctionner, mais jusqu'à un certain point. À un moment donné, il faut que tu ailles chercher des aliments qui vont être riches en micronutriments aussi. C'est pour ça que, tu sais, je l'avais posté, je pense, hier ou avant-hier en story. Il y a encore quelqu'un que j'ai vu poster sur Thread, genre... toutes les calories sont pas pareilles parce qu'ils ont pas toutes le même impact. Je suis comme, non. Une calorie, c'est une unité de mesure d'énergie. Les micronutriments dans les aliments ne seront pas les mêmes et n'auront pas le même impact. Fait que, tu sais, non, un 200 calories de pommes versus un 200 calories de poulet ou de biscuits n'aura pas le même 200 impact. calories, c'est 200 calories d'énergie. Mais c'est pas les calories, c'est les micronutriments qui vont être à l'intérieur. Puis c'est ça que tu vois pas dans un if it fits your macros. C'est les macronutriments en tant que tel. C'est des protes puis des carbs vont pas avoir le même effet digestif. C'est des micronutriments. C'est à quel point les transformer puis ça crée la digestibilité de l'aliment en soi, à quel point de manger cet aliment-là peut créer un effet inflammatoire en soi. Chez quelqu'un, manger, mettons, 200 grammes de carbs de baguette, excuse-moi, à un moment donné, ça fait beaucoup de gluten. Pas pour démoniser le gluten, parce que chacun, on a une tolérance en soi, qu'on peut aller en manger puis respecter ça, mais une fois que tu dépasses cette tolérance-là, autant au niveau de la perméabilité intestinale, autant au niveau du microbiote, autant au niveau du feedback, au niveau du cerveau, je sais que ça devient très neurotoxique de manger beaucoup de gluten, autant pour l'apprentissage, la mémoire que les maladies neurodégénératives, quand tu dépasses ton seuil de tolérance en soi personnelle en tant que tel, parce que ça va augmenter tout ce qui est barrière hémato-encéphalique puis rentrer plus de toxines dans le cerveau, ça va jouer sur certains neurotransmetteurs comme le glutamate et tout ça qui est neurotoxique. Bon, bref. Mais ceci étant dit, c'est ça, c'est du pain, c'est super bon pour la santé dans une certaine limite. On essaie d'éviter le plus possible le gluten. Si tu vas être très, 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 très en shape, c'est intéressant parce que ta peau est un peu moins inflammée et tout ça. Mais le poisson est toujours dans la dose avec ça. Exactement. À moins d'être cœliaque, on s'entend. Oui, c'est ça. Oui. Là, c'est littéralement dans une très petite dose. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un de cœliaque, là, comme... I know the drill, là. Il y avait rien il y avait pas de gluten chez nous. Je mangeais déjà pas de gluten, mais comme... T'sais, c'était ça, là. Même les affaires qui en ont un petit peu, tu t'en rends pas compte, il y en a pas. Non. Tu sais, justement, on s'était déjà fait une date à un moment donné, puis elle avait mangé du gluten, mais j'ai jamais vu quelqu'un inflammé de même. Ah ouais. Instantanément, là. Devenir enceinte, là, genre devant moi, faire comme... Yo, pis de toucher à du tissu un petit peu qui était mou avant, pis qui est juste crissement dur, pis que pendant une semaine, le sommeil est de la merde, la concentration est de la merde, la mémoire est de la merde, la gestion émotionnelle est de la merde. Ça, c'est chez quelqu'un qui est cœliaque, mais chez quelqu'un qui consomme régulièrement du gluten et qui ne le tolère pas, je suis désolé, mais les effets sont les mêmes en tant que tels. Là. Pour de vrai, là, genre, ça y prenait... Elle avait mangé ça, puis comme... Ouais, comme moi, j'en ai pour une semaine et demie, puis j'étais comme, ok, cool, genre, je veux voir ça. Puis c'était pas une dose astronomique de gluten. Ouais, ok. Elle avait mangé des croquettes de poulet, mais genre, il était pas sans gluten. Parce qu'elle pensait qu'elle les avait commandées avec, sans gluten, puis finalement, il était avec du gluten, mais elle en avait mangé une dizaine, puis elle était comme, ça a pris 10 minutes, puis elle était genre, ouais, mais je commence à pas bien filer, genre. Genre, ouais, je pense qu'il y avait du gluten. Ouais, puis elle a checké, genre, sur Uber Eats, puis elle était comme, ouais, il y avait du gluten dedans, puis juste...
la bédaine qui monte, mais comme à un niveau, genre, mais ça, c'est le celiac disease, c'est ça qui arrive, là. On s'entend que l'inflammation intestinale est beaucoup plus exponentielle, puis l'attaque immunitaire aussi, là, c'est ça qui arrive en mais soi, reste là. que les gens qui ont une alimentation majoritairement transformée à tous les jours ont quand même les mêmes symptômes à juste plus petite dose, mais de façon chronique. Quand on parle d'inflammation, c'est tous ces processus-là. Là. Totalement. C'est vrai, c'est juste qu'elle avait la maladie de tu liches du pain puis c'est fini. Là. Ouais. C'est plus ça. C'est juste un peu weird de licher du pain. Non, mais tu comprends. Mettons le pain, je frotte ça sur sa bouffe. Elle peut pas manger ça. Là. J'ai jamais fait ça. Je crée des troubles alimentaires chez mes ex. Je suis comme, je veux pas que tu manges ça. J'ai mis de la pain. Mais, fait bref, ceci étant dit, là, j'ai quelqu'un d'informé. En tout cas, tu savais que si jamais t'avais un lunch dans ton frigo auquel tu voulais pas cartouche, tu savais quoi faire. Puis c'était fini, là, mais il y avait pas de pain sans gluten chez nous. Tu sais, quand tu veux pas que ton chat monte sur le comptoir, tu mets du papier d'aluminium, là, Nick fait juste mettre du pain à des places qu'elle pouvait même pas y toucher, genre. Fait que c'est ça. Ça aurait été tellement démoniaque dans ma part. Mais c'est ça. On s'écarte. Oui, c'est ça. Comment? On s'écarte. Non, je suis vraiment pas assez flexible pour faire ça. Non. Mais, fait que ceci étant dit, de s'alimenter, puis comme tu dis, full et fuel, mais à un moment donné, guys, arrêtez de dire que vous méritez de manger. Là. Vous devez manger. Non, mais il y a des gens qui c'est comme, après mon carte, je vais mériter de manger. Chris, tu dois manger pour sauver. Tu dois manger pour produire de l'énergie. Tu dois manger pour produire des hormones. Tu dois manger pour une régulation dans ton cerveau. Tu dois manger pour vivre la nourriture en soi, n'est pas une fonctionner. Non, c'est ça. À une certaine limite, la nourriture peut être un certain plaisir d'avoir des foodies, d'enfants de même. Oui. Quand c'est pas un mode de vie de manger de la pizza, c'est une chose. En soi, c'est normal. On n'encourage même pas nos clients, sauf dans un état de dans compétition. Un contexte de compétition, c'est évidemment, ou de photoshoot, tout ce que tu vas être à ton meilleur 1000%, fair enough. Meilleur shape à vie, mais on vous encourage vraiment pas de pas cheat. On vous encourage de le faire dans un aspect où vous respectez votre satiété, vous vous respectez mentalement, vous mangez de la pizza, good, parfait. Hey, au pire, mets un peu de légumes juste pour autant optimiser ta satiété, mais optimiser l'inflammation, la digestion en général. Au pire, tu vas pouvoir manger plus en soi, puis mange ta pizza. Puis quand t'as plus faim, arrête, c'est tout. Là. C'est drôle, c'est comme si le corps envoyait des signaux pour s'auto-réguler. C'est ça, j'allais dire. C'est bizarre, impressionnant à quel point juste apprendre à reconnaître ces signaux de satiété peut avoir un gros impact. T'as plus faim. C'est ça, tu sais, combien de fois est-ce que, mettons, tu t'en vas manger une pizza, puis t'as mangé, genre, 4 pointes de trop, t'avais déjà plus faim, puis tu le savais, mais c'était bon, fait que t'as continué. Là, tu rentres la culpabilité là-dedans. C'est là que tu vas développer le trouble alimentaire, puis tout ça. Puis dans la majorité des cheats avec mes clients, je pense que tu fais un peu la même chose, mais moi, je leur en donne plus. C'est-à-dire que s'ils vont cheater de la pizza, c'est mon exemple parfait, je suis comme, parfait, good, excellent, mais mets des légumes avant, puis prends un shake de protéines, vu que t'auras pas beaucoup de protéines, on s'entend dans ta pizza en général. Prends un shake de protéines avec ça. Je t'enlève pas ton cheat, je t'enlève pas la quantité de pizza que je veux que tu manges. Je te fais juste en mettre plus. Mais qu'est-ce qui va arriver? Avec des fibres, des protes, tu vas être crissement moins fin rapidement. Tu vas être crissement moins fin en général, puis plus rapidement aussi. Puis tu vas juste être moins prone à overeat. Puis ce que tu vas manger, comme c'est un bol alimentaire plus complet, ça va être plus long à digérer. Tu n'auras pas des grosses spikes de glycémie, ce sera pas full inflammatoire. Ça va pas venir jouer sur justement ton cerveau en tant que tel. Parce que le cerveau haït autant l'hyper que l'hypoglycémie en soi. Et tu seras pas dans oh my god, vu que tu es en hyper puis tu tombes en hypo, de avoir faim puis tout ça, puis de comme psychologiquement stimuler énormément ta dopamine, puis comme hey, je vais m'empêcher de manger. Non, je veux que tu manges plus. Mais essaye, claque-toi un shake puis une salade avant de manger de la pizza, puis dis-moi à quel point tu peux rentrer des points de pizza. Manger plus va faire que tu vas manger moins. C'est ça, d'une certaine manière, versus juste manger de la pizza, puis comme. Puis psychologiquement, ton coach qui te dit t'as pas le droit. Moi, je suis comme, Chris, t'as le droit. Mais regarde bien ce qu'on va faire. On va manger plus aussi avec ça. On va manger, tu sais, ou si tu manges des pâtes, un gros pot de pâtes, mets-toi du poulet grillé là-dedans. Fais-toi une petite salade on the side, puis mets les pâtes que tu veux manger. Tu sais, c'est ton free meal, tu veux pas quantifier, parfait, good, mais mets des affaires dedans pour que autant tu le digères mieux, qu'autant tu te sentes moins mal, qu'autant que tu en manges moins, là, parce que de 4 pointes à 2 pointes, c'est pas mal moins inflammatoire, hein? C'est pas mal moins inflammatoire t'as aussi des méthodes. Tu sais, moi, j'ai plein de petites recettes de pizza santé à faire que pour de vrai, tu sais, il y a certains meals qui sont plus faciles que d'autres, je trouve, à rendre plus santé. Tu sais, exemple, on va prendre un plat de pâtes. Moi, ceux qui aiment ça, manger des pâtes, je suis comme... L'affaire avec les pâtes, c'est que t'as pas grand-chose dedans. Fait que la quantité que tu vas... C'est ça pour les carbs, mais je suis comme... La quantité que tu vas être capable de manger sera pas tellement satisfaisante versus le reste. Fait que je suis comme, quand t'as envie de manger des pâtes, tu sais, suis tes affaires qui sont très, très variées, très, très lousses, là. Tout est pas mal au choix. Mais quand, exemple, t'as un craving de pâtes, là, ou tu sais, de quelque chose qui est moins santé,
mais prends ça comme ton repas, on va dire, libre ou cheat, ou c'est ça. Tu sais, vas-y all-in. Je suis comme, tu sais, c'est un craving, là, vas-y au resto, puis genre, prends-toi là, ton assiette de pâte dégueulasse que tu veux, puis que t'aimes, là, puis profite de ton moment, puis aie pas peur, puis sens-toi pas mal, puis après ça, reviens sur tes affaires. Tu sais, il y a une manière, comme tu l'as mentionné, ou sinon, tu sais, mais mange plus de légumes autour de ce repas-là, fais telle affaire, mais il y a une façon de rester équilibré, puis de continuer de consommer tout ce que vous aimez, mais une façon intelligente de le faire qui ne va pas nuire à votre santé, mais qui va quand même être le fun pour pas que vous vous sentiez privé non plus. Tout est dans la façon de l'amener dans votre alimentation. Ah ouais, comme ce midi, c'est vraiment... Mais comme tu dis souvent, c'est la quantité, là, pas besoin dans la quantité. Là, en dose, comme tu dis, c'est, si tu veux manger de la pizza, tu peux autant te le faire, mettons, avec un pain pita, puis tu l'optimises la recette, puis tu le fais fitter dans tes macros. Puis, OK, autant que tu peux aller dans la grosse pizza de salade, mais comme, sois intelligent, prends un shake, prends la salade avec ça, juste pour compléter ton repas, pour que ce soit plus intéressant. Là, hey, j'en ai une cliente, là, je pense que quasiment à toutes les semaines, elle me dit, mettons, dans sa section cheat pour la semaine, elle était comme, j'étais allé à telle place, mais j'ai mangé un peu avant d'y aller, fait que j'ai vraiment moins mangé que j'étais pas allé. Je suis comme, toi t'as compris la game. C'est ça. Comme tu te pries, c'est parce que au-delà du entre guillemets cheat puis les calories puis l'inflammation et tout ça, il y a un événement social en arrière. C'est pas juste comme je me suis Uber quelque chose tout seul un vendredi soir, comme c'est parce qu'il y avait une sortie, il y avait un resto, il y avait un événement, il y avait quelque chose. Fait que je veux pas que tu te prives de l'événement social parce que ça aussi c'est important. Tu sais, je veux dire, si t'étais en prep, on aurait une autre discussion. Puis encore là, je t'encouragerais à y aller avec ton meal si t'es capable, juste pour avoir l'événement social. Oui, exactement. Mais... Parce qu'il n'y a pas juste la nourriture dans le plaisir, c'est si vraiment sortir au resto, c'est un événement pour toi de juste tout le temps cheat puis de te défoncer à la face, mais pose-toi les bonnes questions psychologiques sur pourquoi ça t'amène à ça, de pourquoi en tant que tel, versus, justement, moi, avec des fois, j'ai ce talk-là avec les clients, c'est qu'est-ce qui est le fun d'aller au resto? C'est le regroupement, c'est l'événement social, c'est de voir tes amis, c'est de voir ton chum, ou c'est juste... Tout ça n'existe pas puis tu te défonces de pâte. Parce que j'ai eu la conversation. C'est ça. J'ai eu la conversation récemment avec une de mes clientes. Je sais pas si elle écoute le podcast. Si oui, allô. Mais elle avait commencé à faire un peu plus attention à, disons, ses cheats dans la semaine parce qu'elle avait tendance à en avoir comme 2-3 dans la fin de semaine. Puis elle est super sharp sur son alimentation tout le temps, sauf si, mettons, 2 à 3 cheats dans sa semaine. Mais ces 2 à 3 cheats faisait en sorte que ça progressait vraiment pas tant finalement. 3000 calories. On essayait de calmer ça un petit peu, puis elle me contait qu'un vendredi soir, mettons, elle et son chum voulaient aller au cinéma, puis là, elle était comme, mais là, je veux pas prendre le popcorn rendu au cinéma, fait que tant qu'à ça, il est juste pas aller. Je suis comme, mais là, rendu là, toi, c'est rendu là, tu te prives de l'événement social juste à cause que tu veux entre guillemets, te défoncer de popcorn. Juste parce que tu veux pas, tu te toi-même prives, entre guillemets, le popcorn, je veux dire, ce qui est correct parce que c'était ça le but, mais faut pas que tu t'empêches d'avoir l'événement social aussi, parce que là, tu te prives beaucoup plus restrictivement. Tu te prives, tu te restreins beaucoup plus. Tu te restreins beaucoup plus que juste si t'avais pas pris le popcorn. Tu sais, mange juste avant d'y aller, t'auras même pas faim. Oui, l'odeur, quand tu vas arriver, tu vas en avoir envie, mais comme, t'es pas obligé de manquer l'événement social pareil. Fais-toi un bol de popcorn chez vous avec genre, tu sais, du Smart Pop puis des épices dans ton popcorn puis un filet d'huile avant de partir, tu vas l'avoir mangé. Au cinéma, c'est légal. Non, mais avant de partir, prends-les chez vous. Si t'aimes vraiment ça, manger ton popcorn comme ça. Mange des légumes, quand tu vas arriver là, tu vas avoir moins faim. En général, pour de vrai, il y a une manière de trick ton corps. Là. Un peu comme aller à l'épicerie ou aller au resto quand t'as faim, c'est les pires affaires. C'est vraiment les pires. C'est vraiment les pires affaires parce que ta capacité de restriction est de la merde, puis t'as juste faim, puis ça serait bon, puis tu réfléchis beaucoup moins que si t'as mangé avant dans le resto. Je sais que t'as déjà fait une story, puis c'est des choses que je fais aussi. Je vais me prendre un shake avec des légumes avant d'aller à mon resto, comme une heure et demie avant, juste pour m'assurer que quand j'aille là, je vais pas avoir une faim astronomique. Je vais avoir faim, mais assez faim pour faire comme... Mais pas assez faim pour être capable de... Hey, mais je vais manger le steak. Hey, je vais manger de quoi qui est vraiment savoureux, qui est délicieux, qui est préparé, que moi, je me prends pas le temps. Puis c'est ça aussi, le resto, à un moment donné, c'est d'aller chercher des événements où ce que tu vas manger de quoi qui est peut-être plus de haute gastronomie, où ce que, hey, moi, je prends pas le temps de me faire ça. Tu sais, de manger du McDo, là, comme tabarnak. Puis deux points dans ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que, tu sais, on parlait de Uber Eats aussi. C'est ça, on parlait de Uber Eats tantôt. Mais autant manger justement du McDo comme cheat ou de te livrer quelque chose, c'est correct. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, c'est prends conscience de pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui n'auront pas le réflexe de prendre soin d'eux en général. Fait que, au lieu de prendre ton Uber Eats, si c'est ça ta façon de te treat, mais que tu le sais que tu files comme la merde après, ou c'est juste parce que t'es trop paresseux pour te faire à manger,
Mais pourquoi est-ce que tu es trop paresseux pour te faire un bon repas? Pourquoi? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, mettons, la réponse va être « Ah ouais, mais tu sais, si je suis avec du monde que je reçois et tout, je vais préparer quelque chose, mais genre là, c'est juste moi. » OK, mais t'es littéralement la personne la plus importante dans ta vie. Pourquoi est-ce que t'es capable de prendre soin des autres comme ça, mais pour toi, tu trouves que tu vaux pas la peine de te préparer un bon repas, de prendre le temps de couper tes légumes, de prendre le temps de... Puis, God knows que je déteste me faire à manger, là, genre... Surtout parce qu'en ce moment, j'ai pas vraiment une bonne cuisine pour le faire. Mais même quand j'en avais une, j'aime pas vraiment ça particulièrement. Mais par contre, je vais toujours essayer d'aller vers des trucs qui sont plus santé. Tu sais, je vais aller, exemple, faire des WeCook ou des compagnies, genre la Chaîne Gourmande, des choses comme ça, qui vont faire des repas qui sont bons, déjà préparés, qu'il y a de l'amour dedans. Sinon, quand moi, je me cuisine des choses, j'essaie de me cuisiner quand même des bonnes affaires, tu sais, avec justement des fit sauce puis des trucs de même. Puis la deuxième affaire, c'est les gens ont pas le réflexe de prendre, exemple, un shake puis des légumes ou de manger avant d'aller au resto, parce que dans leur tête, ils vont manger déjà encore plus de calories que ce qu'ils mangent au resto. Les gens ont la mentalité de « je vais buster mes calories déjà au resto, fait que je veux pas en manger encore plus avant d'y aller, parce que là, je vais être encore plus en surplus calorique, puis là, je vais encore plus nuire à mes gains, alors que c'est tout à fait l'inverse. De là, l'importance de comprendre comment manger en pleine conscience, avoir conscience de qu'est-ce que vous mettez dans votre corps, avoir conscience que la nourriture, c'est pour vous aider votre corps et vous aider dans votre perte de gras, puis de justement prendre conscience de c'est important de profiter des événements aussi, puis de ne pas avoir peur de la nourriture, même si votre but c'est de perdre du gras. Ça, puis j'ai l'impression qu'il y a du monde aussi qui avec la mentalité de je vais manger un petit snack avant d'y aller pour éviter, entre guillemets, d'avoir trop faim quand je vais arriver, mettons, au resto. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont voir ça puis qui vont être comme je vais manger plus à cause de ça. Non, mais qui vont dire mais je vais moins en profiter parce que finalement je vais avoir moins faim, fait que je vais moins pouvoir profiter de ouais, mais là, tu veux-tu, entre guillemets, minimiser les dégâts ou tu veux y aller base deep puis finalement être décrissé pendant 2 jours parce que tu vas être surboinflammé, tu sais? Profiter de te défoncer à la gueule sur de la pizza ou pouvoir profiter du moment que tu as avec les personnes avec qui tu vas au resto, tu sais. Ça va venir rentrer dans l'importance de pas l'importance, mais bah oui, dans une certaine importance de comme c'est quoi tes valeurs puis tout ça, mais plus vraiment dans comme ok, mais c'est quoi mon but derrière tout ça, tu sais. Puis encore là, c'est juste de prendre conscience de c'est quoi ton but, parce qu'on va dire prends quelqu'un un Instagram foodie, on va dire qu'il aime ça aller découvrir des nouveaux restos puis qu'il aime ça justement comme tu sais, il s'en va dans des gros restos, 5, 6, 8, 12 services. T'es comme, ben là, je veux pas avoir faim pour mes 12 services. Oui, mais là, c'est un contexte. Ça, c'est un contexte. Fait que c'est encore une fois juste de dire, prendre conscience pourquoi vous le faites. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste, assumez-le puis soyez-en conscient pour être capable de faire du damage control autour. Ouais. Excuse-moi, j'ai braillé, mais c'est pas si m'ennuie, je suis désolé. Non, mais c'est parce que t'as amené un point aussi, justement, où ok, mais pourquoi les gens vont manger du McDo des affaires, mais tu sais, on rentre un peu plus dans les coping mécanismes de c'est quoi prendre soin de toi, puis d'où le fait que de voir un psychologue, c'est pas honteux. Hein. Vous devriez voir un psychologue en général, first, parce qu'on est overstimulé. 2, on n'a jamais eu autant de stresseurs et de stress en tant que tel. Le cerveau ne sait pas comment le gérer. 3, on n'a jamais appris à gérer tout ça. Puis il y a des gens qui vont à l'université, vont faire des doctorats pour comprendre le cerveau humain et t'aider, t'outiller dans cette gestion-là de stress-là. Autant en général, exactement, totalement, autant en général dans ta vie, ta santé mentale, que ça va avoir une répercussion sur tes choix alimentaires, les blessures que tu as vécues dans le passé, puis pourquoi pour toi prendre soin de toi c'est de manger de la pizza au lieu de peut-être prendre une activité où est-ce que tu vas aller en plein air, ou est-ce que tu vas faire de quoi qui est une passion pour toi. C'est une question que je pose souvent à mes clients, ça c'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie, puis 98% du temps c'est genre je sais pas qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait du bien, puis c'est comme Chris Do, trouve de quoi qui te donne envie de vivre. Comme pour de vrai, un autre que de manger de la pizza, trouve de quoi qui te donne envie de vivre. Puis quand tu vas être stressé, quand tu vas avoir des gros cravings qui vont être liés à ces stress-là, va faire l'affaire qui te fait du bien, que même si t'es seul, tu te sens pas isolé, que tu te sens pas seul en soi, puis que comme ça te donne envie de vivre. Parce que travailler, tout ça, travailler, s'entraîner, tout ça, ça fait partie de la vie, mais quand t'arrives la fin de semaine pis t'es juste genre je vais manger parce que je sais pas quoi faire d'autre de ma fin de semaine, trouve-toi une passion. Pour vrai, trouve-toi une crise de passion, parce que dans 20 ans, tu vas te gonner. Ça va être long, là, 20 ans, va être peut-être même plus court que ça, là. Mais c'est ça. Bref, trouvez-vous des passions. Puis allez voir des psys en général, pour votre santé mentale, qui a vos coping, des mécanismes de pourquoi vous utilisez toujours la nourriture spécifiquement
pour couper sur le fait que vous êtes triste. Puis je te dis pas qu'une fois de temps en temps, c'est pas tu sais, tu viens de te faire laisser, t'es en pleine d'amour, tu vas manger de la crème glacée. Hey, le chocolat favori, il est bon, là. Oui, c'est ça. Puis je vais pas faire, tu sais, je vais pas, si je vois ça dans le check-in de ma cliente, on va pas faire comme, ouais, pas mal d'épaisse. Pas fier de toi. Me semblait qu'on avait dit patinage artistique à partir de maintenant. Non, mais il me semble qu'on avait dit pas de cheat. On va faire comme Chris, ça va-tu? T'es-tu correct? C'est bien normal. Qui est good. On va optimiser. On va rendre peu du magnésium, rendre peu de la théanine. On va essayer le plus possible d'optimiser le cerveau pour qu'il soit résilient face à ça. T'as des cravings, t'as des cheats à ce moment-là. Cool, ok. On va essayer de minimiser du damage control parce que c'est normal que t'aies ce coup. Mais à travers le temps, on va travailler pour qu'on utilise de moins en moins la nourriture. Mais. Tu sais, si un coach te fait sentir mal, que tu t'es fait laisser, que t'as cheaté, là, peut-être change le coach aussi, là, tu sais, à some point. Surtout quand t'es pas en prep, là. Okay, ouais, surtout quand t'es pas en prep, ouais, mais en prep, ok, mais on va revoir en travail tout ça, puis est-ce que là, t'es capable d'avoir cette résilience mentale-là, sachant qu'il y a eu ça dans ta vie, t'as une perte social en soi, autant dans le monde de quelqu'un que de se faire laisser, c'est même deux fois se faire laisser, ça peut être pire. Mais bref, on rentrera pas là-dedans. Mais ceci étant dit, c'est ok, là, on réévalue la stratégie si on est dans une prep en soi. Mais surtout si t'as un coach qui est pas, que t'es pas en prep, comme si tu te fais sentir mal de cheat, de vouloir vivre, là, comme, mais si tu cheats 4 fois semaine, on va essayer de comprendre pourquoi tu cheats 4 fois semaine, puis qu'est-ce qui t'amène en sorte émotionnellement et de façon en général de stress à faire ça en soi, en tant que tel. Mais tu vois, j'ai l'impression que dans un contexte de prep, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que de se recentrer à 100% sur la prep, ça va leur donner un sentiment de contrôle dans une période où est-ce qu'il en manque. Ouais. Mettons quelqu'un... On extrapole, là. Je vais partir en prep. Pas nécessairement je vais partir en prep, mais mettons ça arrive pendant que je suis en prep. On dirait que ça va leur donner un sentiment de comme, ok, là, ça va me forcer à contrôler tout pour m'éviter de trop déraper, mettons. Ouais. Mais c'est tomber dans les extrêmes, là. Je veux dire, il y en a, ça va être une prep à la base, c'est extrême. C'est comme un peu Ryan non, mais dans le The sens, Office. J'ai jamais... T'as jamais... Non, on n'a pas le référent. Oh my god. Sorry. Désolé. T'as 3 choix. Friends, How I Met Your Mother. Mettons Ryan dans The Office, il y a un petit gag. Brooklyn Nine-Nine. Où il dit genre, j'ai commencé à manger des petits repas parce que vu que j'ai pas le contrôle dans ma vie, c'est la seule chose qui me donne l'impression d'avoir le contrôle sur de quoi. Je vais manger des petits repas, puis j'ai faim. Je me contrôle, si je me restreins, puis là, j'ai le contrôle sur moi-même, puis non, mais attends, dans 3 semaines, tu pètes, là. Ouais, mais c'est ça. Mais dans le sens de la prep, mais je veux dire, peu importe, si tu vis une émotion extrême, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers quelque chose d'extrême, peu importe c'est quoi. Pour coper, là. Pour coper, c'est un coping mécanisme, tu sais, que ce soit justement une prep, que ce soit d'aller dans un sport extrême, que ce soit de se péter la face à toutes les fins de semaine, que ce soit d'aller dans un extrême alimentaire de binge, des choses comme ça. C'est un coping mécanisme vers je veux essayer de m'auto-réguler puis de m'auto-guérir. L'affaire que je dirais dans ce contexte-là, c'est que si jamais t'embarques dans mettons un coping mécanisme plus restrictif et extrême comme ça, pour dealer avec peu importe la situation, mettons qu'on prend la prep en exemple. Tu pars en prep pour une compé de genre 20 semaines, là. Une fois que ton événement il est passé, là, il se passe quoi? Ouais, mais l'affaire, c'est que les gens ne sont pas conscients qu'ils le font. Non, je sais, mais c'est pour ça que je dis. Ils font pas. C'est juste pour ça que je le mentionne. Je vais essayer de couper en faisant une prep, c'est genre automatique, là. Non, je sais, mais c'est juste... le monde qui binge, ils font pas. Je vais En ce moment, je suis en train de couper pour ma relation. C'est le seul mécanisme que je connais. Ils s'en rendent pas compte. Mais je veux dire, c'est pour ça que je le mentionne, juste dans le sens... Essaie d'avoir un petit peu la conscience de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Parce que si tu le fais en disant... En ce moment, j'ai l'impression que je perds le contrôle et ça va me donner un sentiment de contrôle. Ça peut être correct. Mais si tu fais juste retarder le moment où est-ce que tu vas vivre tes émotions, puis tu vas vivre ce que tu as à vivre, puis tu vas faire ton cheminement, ça sera pas mieux. Tu l'accumules, puis ça va juste exploser encore plus. Là. Puis ça, à la limite... c'est une preuve de... Excuse-moi, Jess, c'est une preuve de immaturité émotionnelle. Là. De pas être capable de vivre ses émotions. Ouais. Ça, on est des êtres émotionnels, hein, by the way. Là. Je veux dire, faut accepter... Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est en société qui est pas accepté. Là. Tu sais, toi, tu vas voir un enfant faire un tantrum, puis c'est comme, arrête de vivre tes émotions. C'est comme, lui, là, il a 7 ans, là. Son cortex préfrontal, là, il est pas là. Non, c'est ça. Il est pas là, il a aucune conscience. Il manipule. Il y a 4 ans, là, la seule chose qu'il veut faire, c'est survivre. Là. What the fuck are you talking about? Genre, toi, de ton cerveau d'adulte complet, tu sais que tu peux. Toi, tu le ferais pour contrôler quelqu'un. Lui, il y a 4 ans, là.
accepte ses émotions, parle-lui comme un enfant de 4 ans, puis montre-lui que c'est correct de vivre ses émotions, parce que ça va amener quoi à des adultes qui délaissent leurs émotions, qui sont brisés, puis qui collissent des coups de poing dans les murs, au lieu de juste accepter et vivre de la tristesse en soi. Là. Mais puis ils vont manger de la pizza pour couper. Je pense que je vais manger de la pizza en soi. Mais c'est tellement mon cheat, c'est tellement l'exemple typique de ce qu'ils peuvent manger. C'est bon la pizza, mais encore une fois, c'est bon, puis j'en mange, mais comme il faut se restreindre aussi dans la vie. Il faut apprendre à se restreindre. By the way, vivre dans la glutonie, puis comme de vivre dans l'extrême. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le terme. C'est même qu'on dit ça en français. D'être gluton en soi. J'ai gluttony en tête. Je sais pas même ça se dit en français. Je l'ai dit en français, le mot anglais. Moi, je l'aime, je l'accepte. Mais merci, c'est gentil. Je sais pas si c'est un compliment. Le petit paquet de 20-25. Mais ceci étant dit, comme à un moment donné, comme de vivre dans cet extrême-là aussi, c'est pas mieux. Faut être capable de dire non. Le mot le plus impactant dans votre vie qu'il faut que vous appreniez à dire, c'est non. Non, je boirai pas à soir. Non, je mangerai pas de la pizza. Non, puis ça fait pas de toi un être humain qui va être plus triste. Ça fait pas de toi un être humain qui va vivre une vie moins remplie. Ça fait pas de toi un être humain qui est plate. Ça fait juste toi un être humain qui se priorise, puis qui a certains objectifs qui veut être atteints. Puis que même si ton objectif c'est juste d'être plus en santé, guess what? Manger de la pizza tous les semaines, c'est pas optimal de manger la pizza de la cabane à sucre, puis après ça, manger au chocofab dans la même fin de semaine, c'est pas optimal, puis c'est pas ça réellement vivre, parce que le lundi, tu te lèves, t'es comme, qu'est-ce que j'ai de la misère à dormir tout le week-end, je me sens pas bien, je me sens mal, psychologiquement de l'avoir fait aussi, puis à un moment donné, comme, c'est ça aussi, là, la culpabilité, ça reste quand même un indicateur de, ah ouais, peut-être que je devrais, à chaque fois que je fais ça, je me sens coupable, excuse. Peut-être que je devrais éviter ce comportement-là. Mais la culpabilité, c'est ton premier indicateur de je prends des actions qui sont pas alignées avec ce que je veux. C'est une bonne ligne directrice. Tu sais, OK, faut pas toujours se taper sur la tête, puis tu l'as fait, tu te sens coupable. OK, cool, gars. Passe à autre chose, on revient sur le plan le lendemain. All good, t'as vécu ta vie, t'as vécu ta soirée. Hey, c'était une brosse qui était pas censée arriver, mais qui est arrivée. Tu te sens coupable. Good, all good. On va apprendre de cette expérience-là. Puis on va apprendre de cette culpabilité-là, dans le sens de, OK, bon, on va mieux s'outiller pour dire non, puis on va se réaffirmer. Puis comme, tu sais, by the way, si ton groupe d'amis, la seule chose qu'ils savent faire, c'est boire, puis à chaque fois que tu leur dis non, c'est plus tes amis, change d'amis, là. Ouais. C'est pour ça qu'une de mes quotes préférées d'Alex Hormozy, c'est quand. Garde en tête que quand tes amis te disent t'as changé, c'est juste parce qu'ils savent pas dire tu t'es amélioré. Ouais. Ah, mais c'est ça, tu sais, de voir du monde 5 ans plus tard faire Chris, t'as changé. That's the fucking point. C'est ça le but, c'est que tu sois pas c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme... Si tu revois quelqu'un 5 ans plus tard, tu fais, c'est la même personne. Ah ouais, c'est une problématique. Bon, c'est peut-être physiquement, c'est des choses qui peuvent arriver, que c'est la même personne. Ça, c'est un complexe, là. Oui, dans un sens où t'as pas tant vieilli, t'as une bonne génétique, mais si mentalement, psychologiquement, t'es à la même place, l'être humain est fait pour changer, il est fait pour évoluer pour ce que tu voulais il y a 5 ans. Ça se peut qu'aujourd'hui ce soit pas les mêmes choses. Ça se peut que ce soit les mêmes choses, puis ça peut être très bien, ou ça se peut aussi que ça ne soit pas les mêmes choses, que tu veux, que tu n'aies pas les mêmes opinions, puis guess what, c'est absolument correct. Il y a des gens qui se frustrent un peu entre eux-mêmes de faire comme c'est plus la même chose que je veux, mais pourtant il y a 5 ans c'était super important. Non mais ok, mais je vais faire en sorte que c'est toujours ça que je veux en tant que tel. Ouais, autant même dans les relations que dans les objectifs, c'est comme non, accepte le fait qu'on est des êtres de changement, puis que c'est correct qu'on va changer, puis que c'est correct qu'il y a 5 ans pour toi c'était prioritaire de tu l'as tous les vendredis puis de manger de la scrap, puis qu'aujourd'hui de manger des légumes bio c'est plus important pour toi, puis all good, on s'en fout, c'est parfait, on est fait pour changer, arrêtez de vous taper à la tête pour des affaires de même où que l'être humain est fait pour constamment s'adapter et se modifier et changer. Un exemple que je donne souvent, c'est ton corps de base, c'est une machine d'adaptation. On le dit tout le temps, ton corps est fait pour s'adapter. Ouais. Littéralement, la principale manière dont ton corps fonctionne, c'est de l'adaptation. Point. L'adaptation pour survivre. Oui, tous les mécanismes qui sont dans ton corps, c'est pour s'adapter à sa survie. Point. C'est juste qu'à un moment donné, ces mécanismes-là vont peut-être amener à crever plus vite. Oui, exactement, parce qu'il n'est pas tout à fait tout le temps optimal, mais il fait ce qu'il veut. Il fait juste te faire survivre pour une journée de plus. Exact. Le corps humain cherche 2 affaires. Survivre, se reproduire. C'est tout. That's all. Mais... Il s'en fout que tu sois heureux, hein? Oui, il y en a vraiment rien à battre de ton bonheur. Mais l'affaire avec ça, c'est que ce serait vraiment utopique de penser que le plus gros organe de ton corps, à peu près, qui est ton cerveau, un des plus gros en tout cas, là, qui est ton cerveau. Je pense celui qui est le plus demandant en termes d'énergie. C'est ça, exact. Merci Nick. C'est pour ça qu'on t'invite. Mais celui-là. Pour ma moustache. Non. Moi, c'est parce que je m'attendais à un mauvais jeu de mots avec le plus gros organe, fait que je l'attendais. J'y ai même il y a pas 2 pensé. ans, j'ai changé. Non.
Tabarnak! Hey, t'as changé en 2 ans, toi! Ça m'est même pas venu dans la tête. Non? Ça peut clairement pas être le plus gros, hein? Mais... c'est comme ça? Mais c'est ça, fait que... Puis qui est aussi le principal messager du reste de ton corps. Ce serait utopique de penser que tes pensées n'ont aucun impact sur ton corps aussi. De se dire que ce que tu penses n'apporte aucune modification sur ton corps. C'est utopique de penser ça parce que ton cerveau communique constamment avec le reste de ton corps, avec le reste de tes cellules. Fait que tout ce que tu penses, tu l'envoies dans ton corps. Fait que si t'es constamment en train de te rabaisser, de te culpabiliser, de ci, de ça, ça a un impact sur le reste de tes cellules. Fait que ton discours interne, il est super, super, super important aussi. Ça revient beaucoup avec l'identité, là. Je sais pas si vous autres, vous travaillez beaucoup ça avec vos clients, là. Mais l'aspect de si tu penses toujours que t'es un gros lait, tu vas toujours faire des actions pour t'amener à être un gros lait. Tu es ce que tu penses. Exactement. Puis si dans ta famille ou dans cercle d'amis, tu es considéré comme étant le gros mangeur, puis que tu diminues tes portions pour, mettons, justement être plus en santé, tu fais des choix alimentaires différents maintenant, puis que là, tu es comme, hey, inconsciemment, ça va avoir un clash avec l'identité que j'ai de mes amis, puis la seule raison pourquoi j'ai de l'affection de ces personnes-là viennent du fait que je suis considéré comme le gros mangeur, ben ok, ben tu vas t'auto-saboter, il faut que tu changes ton identité aussi, puis ça, il l'avait fait chez des fumeurs de, justement, comparer des anciens fumeurs puis des gens qui se considéraient comme non-fumeurs, puis les gens qui se considéraient comme non-fumeurs, puis les deux groupes, c'était des anciens fumeurs, avaient beaucoup plus de chances de ne plus fumer que si quelqu'un se considérait comme un ancien fumeur, parce que c'est encore un peu dans son identité. Tu t'identifies comme étant non-fumeur. Ben, c'est un peu le même principe quand on veut faire des choix alimentaires, c'est on va s'identifier comme quelqu'un qui s'entraîne puis qui bouge. Mais l'affaire avec ça, c'est que ma quote préférée de Hormozy que je garde parce que je la trouve excellente, je vais la dire puis je vais en parler après. Tu avais dit que c'était l'autre de tantôt. Non, j'ai dit que c'est une de mes préférées. Ouais. Ça, c'est vraiment ma préférée qui a été complètement virale. Sa quote, c'est You don't become confident by shouting affirmations in the mirror, but by having a stack of undeniable proof that you are who you say you are. Fait que tu deviendras pas confiant que t'es une nouvelle personne juste en te le répétant dans le miroir. Tu vas devenir confiant que t'es une nouvelle personne en ayant assez de preuves que tu es cette personne-là. Puis comment t'as ces preuves-là, c'est en changeant tes comportements. Tu vas pas juste arriver un matin en te levant, te regarder dans le miroir puis faire comme aujourd'hui, je suis une bonne personne en forme, en santé, j'ai des bonnes habitudes de vie, pour après ça, finalement, aller passer ta journée dans ton divan et commander de la pizza. Comme te répéter ça dans le miroir et ne changer absolument rien au comportement, ne changera rien parce que le comportement change pas et ça, tu l'accumules en termes de preuves. Mais tu vas avoir énormément de difficultés à changer ton comportement si tout ce que tu te répètes, c'est je suis pas capable de manger bien, je suis pas capable de changer telle habitude, je suis un gros mangeur, je suis... Ouais, mais en même temps, ton discours, si le discours interne ne change pas, mais le comportement change pareil, tu vas quand même accumuler des preuves que le discours interne va finir par changer. C'est ça, c'est une affaire que lui, il dit, moi, je me considère vraiment pas comme quelqu'un de patient. Il dit, moi, dans la vie, là, je veux tout. Il dit, mais quand, à un moment donné, j'ai figuré que être patient, c'était juste figurer quoi faire en attendant que le résultat arrive, et je me suis mis à être beaucoup plus proactif sur qu'est-ce que je fais en attendant. Puis il dit, je me considère toujours pas comme quelqu'un de patient. Et j'ai juste figuré comment l'être malgré le fait que je me sens pas de même. Fait que c'est pour ça que je dis, ton discours interne, c'est sûr qu'il va avoir un impact, 100%. Mais c'est surtout les comportements que tu vas adopter qui vont avoir un impact là-dessus. En même temps, la seule manière de remoduler ton cerveau, c'est par l'action. Exactement. Le cerveau, même si tu te regardes et tu fais comme, je suis en santé, je suis quelqu'un qui va s'entraîner, je suis un bodybuilder maintenant. Si tu le fais pas, lui, il comprendra pas. Mais non. Il y a pas... La seule personne qui comprend ça, c'est notre être, si on veut. Même qu'au contraire, j'ai l'impression que d'essayer de se convaincre que t'es quelque chose et de ne pas appliquer les démarches nécessaires, ça va juste te montrer encore plus que t'es pas qui tu dis que t'es. Non, mais ça, tu fais pas ça, là. Tu sais, dans l'exemple que je donne, c'est juste, il y a beaucoup de gens qui prennent toutes les actions nécessaires, mais qui y croient pas encore à l'intérieur d'eux parce que ils ont, mettons, tous les discours des personnes qui ont eu dans leur vie qui t'es pas capable, tu y arriveras pas, c'est juste une passe, à long terme, ça va finir par changer parce que justement, ils vont avoir assez des actions pour se le prouver à eux-mêmes. Exact, mais il y en a que c'est très puissant quand même, comment c'est ancré dans leur tête. Même s'ils font les actions, ça prend des années. Fait qu'il faut qu'ils travaillent activement à hey, faut que j'arrête de me répéter ça, puis il faut que je change ce discours-là par autre chose. Puis dans ton étude de fumeur aussi, il y a une autre affaire, c'est que pour changer une habitude, c'est beaucoup plus difficile de juste
retirer une habitude de ta vie que de la remplacer par quelque chose d'autre. Généralement, les addictions, tu les remplaces par d'autres addictions plus santé, plus optimales. C'est un peu le même principe pour quand tu essaies de remoduler tes croyances limitantes, tes pensées négatives. C'est beaucoup plus facile, tu sais, puis ton cerveau comprend pas les négations de toute façon. Fait que même si tu dis je suis pas une grosse mangeuse, je suis pas telle affaire, ben ton cerveau il change ton identité sur je suis ça. Exactement. Même chose. Exact. Hey guys, ça fait quasiment 2 heures qu'on parle de ce podcast-là. On va l'arrêter là, puis on va embarquer pour un round 2 avec Nick la semaine prochaine pour vous autres, dans quelques minutes pour nous autres. Ouais, c'est ça. Puis, fait que Nick, si les gens voulaient te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, te poser des questions. Tu fais des Q&A de temps en temps, toi aussi. Je fais des Q&A de temps en temps, s'il vous plaît, posez-moi des questions intelligentes. Sinon, je n'en fais plus jamais de ma vie. Non, mais au moins 3-4 fois pendant tes Q&A, tu te demandais si t'es célibataire. Colissez-moi patience. No joke. Moi, là, je vais le dire pour tout le monde qui écoute. Là, si vous demandez à quelqu'un s'il est célibataire dans un Q&A anonyme, faites-moi confiance, vous n'êtes pas son public. Ça. Oui, c'est ça. Si tu poses la question, c'est parce que tu devrais pas le savoir. Anyway. Surtout anonymement. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bref, ma vie privée, ça reste ma vie privée. Même si je partage quand même sur les réseaux sociaux. Monsieur Chat. @Sensenic _BM, évidemment. Je partage beaucoup de Monsieur Chat qui est l'amour de ma vie. C'est mon bébé à moi. Là. Bref, ceux qui me suivent sur Instagram comprendront. Mais ceci étant dit, fait que si vous avez des questions, si vous voulez venir jaser avec moi, si vous voulez, pour ceux qui ont le courage de vouloir échanger avec moi, vous le faites. Sinon, si vous voulez avoir du contenu quand même informatif, je crois bien, venez me suivre sur Instagram aussi. Ça va me faire super plaisir de jaser avec vous autres. Pour de vrai, j'ai l'air d'un gars vraiment comme crissement bête dans la vie, mais comme j'adore jaser avec les gens, puis je suis comme, si vous me voyez dans la vraie vie aussi, j'ai une grande gueule. Fait que si vous voulez me voir dans la vraie vie, puis comme jaser avec moi, puis vous voulez m'appeler, même des fois je jase de n'importe quoi ensemble, c'est juste que si vous êtes de l'hostie de marde, je vais vous le dire là aussi, là. Puis toi, t'as un bureau au Tech Gym à Terrebonne. Fait que pour ceux qui aimeraient avoir des suivis entraînement alimentaire, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait super plaisir de vous aider. Tu fais des entraînements privés aussi, je pense. Je fais des entraînements privés aussi au Tech Gym, fait que ceux qui me voient à ce gym-là savent que mes clients souffrent énormément, avec amour, mais les jambes shake beaucoup. Fait que c'est ça. Fait même que, quand on fait des bras, c'est weird. Même quand on fait des bras, c'est weird, les jambes shake, puis c'est ça. Fait que, puis non, DMez-moi pas pour vous dater, s'il vous plaît. Coach-moi patience. On a l'air de rire de ça, on niaise, mais comme pour vrai, non. Vos jambes. Non, c'est ça, pas de cette manière-là, s'il vous plaît. La seule personne qui rentre chez nous, c'est Monsieur Chat. Cool. Fait que bref. Cool, si t'avais un mot de la fin, littéralement un mot sur lequel laisser le podcast. D'or. J'adore ça. J'adore. Cool. J'allais dire de la mort, j'allais dire biblibou, mais ça, c'est ça. Regarde, Frank a sorti Gorgoton, fait que... Ah boy. Diddly-doo pour ceux qui me connaissent personnellement, mais le mot de la fin, d'or. D'or diddly-doo. D'or diddly-doo. On va dire d'or, ok? Je veux juste voir tout le monde essayer de faire un hashtag diddly-doo puis de l'écrire de 8 manières différentes. D-I-D-E. Non, diddle-doo. Diddly-doo? Diddly-doo. C'est tellement pas pertinent pour Loulou en ce moment. C'est ça. Fait que... Bisous tout le monde. C'est ça. On n'a pas sorti nos produits NIH pour celui-là. On va essayer de penser pour le prochain, mais toujours... WUACV10. WUACV10 pour votre code de promo en ligne. Miami Vice. Yep. C'est un électrolyte. Oui. Ouais, non, pour de vrai, c'est la nouvelle saveur électrolyte de Nova. Les pots sont juste insane, là, sont vraiment écœurants. Merci, Nick. Choisis celui que tu veux, Loulou. On va laisser Nick, qui est bon. Voilà. Fait qu'il y a une nouvelle saveur qui va être lancée. Simez-moi si vous voulez nous voir en passant. Ça va déjà être passé, Jess. On va avoir été au salon l'Expo Manger Santé à Québec la fin de semaine, juste avant le podcast. On est content d'avoir vu ceux qu'on a vus. On est content de vous avoir vus. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Ça nous a fait plaisir. Fait que pour quand vous allez le revoir au prochain podcast, qu'on va avoir fait le lancement à la gang. C'est ça. Ouais, tout le monde. Fait que voilà, merci d'avoir été là. On se revoit nous autres pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine.